Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci d'être là ce 7 novembre 2023 pour un 5 à 7 qui a pour thème Clear Web, Deep Web, Dark Web. De quoi parle-t-on? Nous avons deux spécialistes qui vont tout vous expliquer sur le sujet. Oui, je vois que les sourcils froncent. En tout cas, ils vont pouvoir répondre, nous l'espérons, à un maximum de questions. Je tiens déjà à remercier nos sponsors qui nous permettent de favoriser la présence et l'existence de tous ces événements. Et puis, j'aurais aimé que le slide suivant puisse passer, si c'était possible. Si Brigitte veut bien nous passer le slide suivant. Voilà. Merci aux sponsors. Comme ça vous donne la possibilité de voir de qui il s'agit. Et puis, nos deux invités, Stéphane Corr, Tristan Pinceau, et nous avons un modérateur ce soir qui est Frédéric Gaudin, qui est membre du comité consultatif du CLUSIS, et c'est lui qui fera le modérateur et qui mettra en lien vos interventions et la participation de nos deux intervenants. Alors, je donne directement la parole à à Tristan, je crois. Si je ne me trompe pas, c'est Tristan qui démarre, et puis j'aurai le plaisir de vous retrouver au terme de l'événement. Tristan, c'est à vous. Merci Sylvie. Je reprends le partage. Vous voyez bien mon écran? Oui, on voit très bien. Oui, oui, c'est bon. Ok, super. Donc effectivement, merci Brigitte, Sylvie et le CLUSIS de nous offrir cette opportunité de vous parler du Deep Web, du Dark Web et du Clear Web aujourd'hui. Donc c'est une co-intervention de moi-même et de Stéphane Koch, donc de DiminuWeb. C'est une première pour nous, donc on va essayer de faire ça, voilà, de rendre le sujet intéressant et dynamique. J'espère que ça va vous intéresser. Donc le programme, l'agenda de la présentation, on va vous présenter un petit peu le rappel des définitions, donc de quoi on parle quand on mentionne Clear Web, Deep Web, Dark Web, quelles sont les données qu'on peut retrouver sur ces différents réseaux, et puis pourquoi c'est important de surveiller son exposition externe ou sa réputation. Et derrière, on ira un petit peu plus en détail, notamment dans des outils de CTI, donc de Cyber Threat Intelligence, et d'OSINT, donc de renseignement en source ouverte, pour voir comment on peut utiliser ces outils pour aller récupérer des informations sur le web et monitorer cette surveillance. On verra ensuite comment enrichir et corréler ces informations par rapport au cycle de vie de la donnée, et notamment aussi avec un point de vue attaquant sur ce que font les criminels avec la donnée, dans un cercle où, avec de la donnée pas chère, ils vont réussir à obtenir peut-être des accès pour faire perpétrer des attaques qui vont leur faire gagner plus d'argent. Et on finira sur comment on peut piloter ça sur du long terme, et on conclura sur qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour se protéger. Donc je laisse la parole à Stéphane qui va se présenter. Voilà, alors je ne sais pas si je dois te demander pour les changements des slides, j'imagine. Oui, je passerai. Ouais, bon, je te ferai un signe à chaque fois pour te dire. Voilà, nous, on a fait ce choix d'intervenir comme ça en binôme avec une présentation qu'on a fusionnée parce qu'on est complémentaires dans les prestations que l'on offre. Et l'idée, c'est de vous donner la meilleure information possible sur le sujet traité. Donc voilà, me concernant, voilà, vous voyez un petit peu quel est mon profil. Vous pouvez trouver d'autres informations sur moi sur Google. Donc, je suis aussi vice-président d'DiminuWeb depuis 13 ans, qui est une société qui offre un certain nombre de prestations. Donc, il y a à peu près une vingtaine de produits et services, de tests de sécurité, d'identification de tout ce qui touche à la surface d'attaque, surveillance du dark web aussi. Donc, il y a une complémentarité avec des fois des aspects plus poussés encore, ou d'investigation que va amener Tristan. Voilà, donc pour moi, voilà un petit peu en 2 mots ma présentation. Je ne veux pas prendre trop de temps avec ça. Stéphane, peut-être, on t'entend un peu loin en fait au niveau du micro. Il faudrait peut-être ajuster ton son de ton côté parce que le son est de mauvaise qualité pour l'instant. Attends, je regarde s'il y a quelque chose qui a changé. Ah ouais. Voilà, et là? Ah, beaucoup mieux.
Beaucoup mieux. Oui, alors je ne sais pas pourquoi ça avait switché sur mon casque ou sur autre chose, mais bref, voilà. Les joies de Teams. OK, donc là, ça devrait jouer maintenant. En résumé, vous aviez tout mon profil sur la slide d'avant. Vous pouvez trouver des informations sur moi sur Google si vous le désirez. Et normalement, il devrait donner que ce qui est public. Et puis, concernant ma eMuniWeb, donc voilà, on offre plus de 20 produits et services dans différents domaines, tout ce qui touche à la sécurité des applications du web, du cloud et bien sûr l'identification de la surface d'attaque. Il y a tout un ensemble d'éléments qui vont autour de ça pour accompagner les entreprises avec une petite couche d'intelligence artificielle. Voilà, donc je ne vais pas trop m'étendre sur les prestations et autres. Je pense que vous pourrez les découvrir. Et puis, l'idée était quand même de vous amener voilà, de la valeur ajoutée à travers nos interventions réciproques. Top, merci Frédéric. Merci Stéphane. À propos de moi, donc moi je suis manager du CERT C-Watch d'Almonde. Ça fait à peu près une douzaine d'années que je suis dans la réponse à incidents. Où je me lève voilà, tous les matins pour combattre les cybercriminels aux côtés de nos clients. Donc j'ai en charge toute la partie gestion de crise, réponse à incidents et analyse forensique du CERT. Donc je travaille chez Almonde, qui est une entité implantée essentiellement en France, mais aussi à Genève, en Suisse, et un petit peu à l'international. Donc on est à peu près voilà, 400, un peu plus de 400 collaborateurs, et on adresse tous les sujets de la cybersécurité, donc de l'anticipation à la restauration. Et moi, donc j'ai un gros focus sur la partie réaction, comme vous l'avez compris. Donc le CERT, c'est pour Computer Emergency Response Team, donc c'est l'équipe de réponse incident qui répond essentiellement à deux questions, c'est qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qu'on doit faire maintenant que ça s'est passé. Donc voilà, l'entité a été créée il y a 7 ans et aujourd'hui on est une douzaine dédiée à ces activités. On a fait plus de 100 interventions entre l'année dernière et cette année. Donc, comme je disais, aujourd'hui, c'est une co-intervention. Donc, on a un même objectif, c'est de vous transmettre un message de comment on peut se protéger sur Internet, de quoi il faut faire attention. Moi, j'aurais un point de vue plutôt lié à l'entreprise, donc une vue entité juridique, une personne morale. Donc, en tant qu'entreprise, à quoi on doit faire attention et comment on peut se protéger quand on est, par exemple, présent dans plusieurs pays, quand on a tout un tas d'assets exposés. Et j'aurai aussi un petit point de vue sur ce qu'on peut récupérer comme information autour des cybercriminels. Stéphane, de son côté, aura un point de vue plutôt lié à l'individu, donc à la personne physique, avec une seule existence, et aura des choses assez intéressantes à dire sur l'étude des traces historiques et justement comment on peut effacer certaines choses qui peuvent être plus ou moins gênantes. Donc, petit rappel des définitions de quoi parle-t-on. Il y a beaucoup de fame autour de ces buzzwords, de ces mots clear web, deep web et dark web. Aujourd'hui, le clear web, enfin, ce qu'on appelle aussi le surface web, c'est vraiment tout le contenu Internet qui va être indexé, qui va être référencé, qui va être consultable via un moteur de recherche. Donc, vous avez tous utilisé un navigateur comme Mozilla, Chrome, Safari, etc. Tout ce qui est accessible avec ces navigateurs, ça fait partie du clear web. Donc voilà, vous allez sur Wikipédia, c'est le clear web. Derrière, dans le deep web, c'est tout ce qui va être donc tous les sites qui vont mettre par exemple une instruction norobot.txt par exemple, qui vont dire aux indexateurs, aux moteurs de recherche, de ne pas indexer le contenu du site web. Donc c'est le web non indexé, mais c'est aussi tout ce qui est contenu sur Internet, mais qui n'est pas accessible sans s'être authentifié. Ça peut être vos mails, vos stories, vos comptes bancaires, etc. Et donc la partie dark web, elle, c'est vraiment donc, la partie où on va trouver les sites un peu underground utilisés par le banditisme. Donc c'est des sous-réseaux d'Internet qui vont utiliser des protocoles assez spécifiques pour échanger de manière chiffrée et plus ou moins anonyme. Donc un des réseaux les plus connus sur le dark web, c'est le réseau Tor pour The Onion Router, avec des sites en .oignon plutôt que .fr ou .com. Je ne sais pas si là-dessus tu souhaites rajouter quelque chose, Stéphane. Pas directement, je pense qu'on va intervenir après, dire bien sûr qu'il y a Tor qui est le réseau principal ou le dark web, hein, ça dépend comment on veut le nommer,
Mais il n'y a pas que ces réseaux-là au niveau du dark web. Il y a d'autres réseaux qui sont peut-être moins utilisés, mais qui existent aussi, qui sont aussi utilisés par les cybercriminels, entre autres choses. Mais aujourd'hui, on va plutôt s'axer sur le dark web et respectivement sur Tor. Oui, effectivement, là, dans les slides, je parle aussi d'I2P ou de ZeroNet. Ok, donc on voulait essayer de rendre ça un petit peu dynamique et de vous faire interagir, donc de vous poser la question, qu'est-ce que vous savez vraiment du dark web? Il y a peut-être déjà des personnes qui sont dans la profession, qui sont déjà allées sur le dark web. On voit beaucoup de choses sur la presse, on voit voilà, des titres de journalisme plus ou moins comment dire, bait-click. Donc voilà, on voit beaucoup de choses. La question, c'est de savoir déjà ce que vous savez du dark web. Donc si vous voulez mettre une petite réponse dans le chat, n'hésitez pas. Donc effectivement, c'est quand même réputé pour pour être une marketplace, acheter des armes, acheter de la drogue, acheter des cartes bancaires, acheter des passeports ou des cartes d'identité nationale à des prix assez accessibles. Bon, voilà, dans les faits, aller sur le dark web, c'est pas interdit, mais ce qu'on fait sur le dark web, ça peut l'être. Stéphane, si tu veux appeler Voilà, les origines. Oui, à la base, déjà sur les origines de Tor, on est parti d'un projet militaire, mais qui est très, très, très vite basculé dans le monde civil, on va dire. Donc, on part des années 2000 et ensuite, dès 2000 à 2004, les développeurs ont pris en main ce réseau. Et puis, les premières spécifications du projet Tor ont été publiées en 2004. L'idée était de créer un réseau totalement ouvert. Le code source de Tor a été publié en termes de logiciel libre dès 2022 d'ailleurs, 2002 pardon. D'ailleurs, et puis en 2006, il y a eu le Tor Project, qui est en fait ce projet qu'on connaît aujourd'hui, et bien comprendre que en fait Tor, qu'on appelle souvent le dark web dans les médias, est une plateforme qui a été principalement rendue publique pour permettre à des défenseurs des droits humains, à des journalistes, à des personnes qui étaient dans des pays qui limitaient soit la liberté d'expression, soit le droit à communiquer ou à s'impliquer dans le débat sociétaire, etc., ou sociétal. Et donc, ça a été principalement créé pour protéger ces gens-là quand on est dans des pays qui sont non démocratiques et qui vont restreindre cette liberté-là, comme par exemple c'est le cas en Iran ou dans d'autres pays aujourd'hui. Donc ces pays-là essayent, les pays contraignants aussi, de toujours limiter l'accès à Tor et de détecter finalement qui utiliserait Tor, parce que comme tout outil de sécurité, quand on est dans une masse et qu'on utilise un outil de sécurité, c'est des fois un signal qu'on donne à ceux qui surveillent. Et de ce côté-là, Tor a mis en place tout un ensemble d'éléments qui permettent en fait aux gens d'essayer de passer pour une utilisation d'un logiciel normal, comme votre navigateur, en utilisant les astuces qui sont mises à disposition par Tor, ce qu'on appelle des ponts, etc. Et à ce niveau-là, il y a aussi des manières de contribuer en installant des extensions sur son navigateur pour aider des gens à utiliser des adresses IP qui ne sont pas détectées comme anormales par des gouvernements contraignants. Donc, il y a une extension qui s'appelle Snowflake, je la cite. Voilà, donc il n'y a rien d'illégal à utiliser Tor. Tor est un produit qui est malheureusement utilisé par des cybercriminels, mais qui n'est pas un produit cybercriminel à la base. Ça, faut bien le comprendre aussi. Donc, vous pouvez aller sur Tor, vous pouvez l'utiliser, il n'y a pas de souci là-dessus. Et puis, il est financé par différentes institutions, alors par des dons, beaucoup, les dons des utilisateurs, mais aussi des gouvernements et des entités publiques qui vont mettre de l'argent dans Tor, y compris aux États-Unis. Et pas que de l'armée, sûrement des organisations à caractère militaire vont le financer, mais aussi d'autres organisations de la société civile qui vont participer à ce financement. Maintenant, sur le fonctionnement, alors Tor est un outil qui est quand même qui apporte un haut niveau de sécurité. Néanmoins, il faut quand même faire attention à un certain nombre de choses en disant que ce fonctionnement,
il repose sur ce qu'on appelle le système oignon. Donc, comme l'oignon qu'on pluche, il y a de multiples couches. Et ben, dans Tor, il y a aussi différentes couches par lesquelles on passe. Et on passera généralement par 3 ordinateurs pour atteindre finalement son point de destination. Et ce qui fait que le trafic est généralement chiffré entre les différentes machines et va faire que la traçabilité, on arrivera toujours à remonter au dernier ordinateur, mais pas aux autres non plus. Néanmoins, il faut faire attention aussi que malgré la sécurité que apporte Tor, comme tout logiciel, comme tout finalement système basé sur du code informatique, il y a des vulnérabilités qui apparaissent à différents moments et qui peuvent créer tout d'un coup une porte d'entrée qui lève certaines formes d'anonymat, tout comme les ordinateurs qui participent au réseau de Tor, ben, on ne les connaît pas forcément, et sur les points de sortie, il peut y avoir quelque part de l'écoute des communications, ou donc de voir un petit peu qu'est-ce qui passe sur ces points de sortie de Tor, et de l'interception de communication. Malgré tout ça, du moment qu'on comprend un peu comment fonctionne l'outil, on a quand même un certain niveau d'anonymat, mais ce n'est pas absolu, et ça, il faut bien le comprendre aussi. Même les cybercriminels se font attraper sur Tor, même des gens qui ont quand même un certain niveau d'expertise peuvent se faire attraper sur Tor s'ils commettent des actions illégales. C'est très utilisé par les cybercriminels, mais ce n'est pas non plus un élément d'impunité. Et ce faux sentiment de sécurité, il faut bien sûr le comprendre et essayer de le projeter avec différents outils qu'on utilise. Et c'est toujours la même problématique dans tout ce qui touche à l'anonymat des communications. Si on prend par exemple des plateformes comme Telegram, Telegram, on a une perception médiatique du truc super sécurisé que tout le monde peut utiliser et c'est absolument génial. En plus, voilà, c'est pas américain, etc. Je ne sais pas ce qu'il y aurait comme croyance qui serait associée à Telegram, mais toujours est-il qu'on n'a pas accès complètement au code qui compose Telegram et que un certain nombre de fonctionnalités de sécurité doivent être initiées par l'utilisateur, et s'il ne les paramètre pas dans les canaux qu'il crée, les canaux ne sont pas forcément protégés. Donc là aussi, il faut faire attention à cette idée sur la sécurité, et des fois faire attention de ne pas confondre la sécurité et la confidentialité, qui peuvent être des fois deux choses différentes, l'un n'assurant pas l'autre, comme par exemple si on utilise des VPN, on n'a pas une garantie d'anonymat à travers un VPN, étant donné que les sociétés qui mettent à disposition ce type de service sont aussi soumises à des contraintes légales, et que du moment qu'il y a une demande de surveillance, elle peut se faire sur un compte ou sur un autre à travers l'utilisation d'un VPN. Voilà un petit peu ce que je voulais dire, juste pour contextualiser un petit peu l'utilisation de Tor, et puis comprendre que c'est un réseau qui peut être autant utilisé, bien sûr, par des cybercriminels, mais qu'il est aussi majoritairement utilisé par des défenseurs des droits humains, qu'il n'y a pas de sécurité absolue en utilisant Tor, qu'il faut faire attention et essayer de comprendre l'outil, et bien sûr le paramétrer pour améliorer encore sa sécurité. Et si vous voulez télécharger Tor pour pouvoir l'essayer, il faut vraiment être sûr qu'on est sur le site de tor.org, tor.org, et jamais télécharger ce type de logiciel depuis une autre plateforme, car des clones qui sont infectés par des malwares ont été créés afin justement d'essayer d'intercepter des gens qui voudraient utiliser ce logiciel-là, ou le trafic de personnes qui voudraient utiliser ce logiciel. Voilà. Je te repasse la parole, Tristan. Oui, merci. C'est torproject.org le site. Oui, tout à fait, Tor Project, excuse-moi. Ouais, n'allez pas télécharger un malware. Et ouais, donc effectivement, il y a ce que tu disais, hein, il y a tout un tas de sites, alors effectivement utilisés par des cybercriminels pour essayer de faire des choses de manière un peu plus anonymisée, un peu plus cachée ou détournée, mais à la base, effectivement, c'était juste une sorte de web alternatif, et c'est pour ça qu'on retrouve les sites de Google, de Facebook, voilà, tout un tas de services classiques qu'on retrouve sur le clear web, on les retrouve aussi sur le dark web. Et on est à peu près aujourd'hui environ 20 000 sites originaux. Donc il y a 80 000 sites référencés, mais la plupart sont des copies. Donc à peu près 20 000 sites originaux sur Tor.
Et pour information sur Telegram, il y a eu des vulnérabilités découvertes récemment qui permettent, avec un numéro de téléphone, de savoir dans quel groupe une personne est inscrite. Donc si on a votre numéro, on peut savoir que vous êtes dans tel ou tel groupe Telegram, ce qui peut porter atteinte à la confidentialité de certaines informations. Alors, sur les données qu'on va pouvoir retrouver, typiquement sur le Clear Web, c'est les données qu'on souhaite exposer en théorie ou pas. Mais donc, ça va être par exemple pour une entreprise, le nom de domaine, le site web, l'adresse IP, les protocoles, les services qu'on souhaite utiliser. Donc, mon domaine allemande.eu et puis le protocole SMTP par exemple. On va mettre aussi des informations sur le site web comme l'adresse mail ou le numéro de téléphone pour être contacté. Le contenu qu'on dépose, donc les différents articles, les communiqués de presse. On va retrouver tout un tas d'informations comme tout ce qui va être lié à la structure juridique, puisque c'est publié au journal officiel. En tout cas en France, c'est comme ça, je crois qu'en Suisse aussi, mais tout ce qui va être numéro de TVA, siège social, capital, etc., tout ce qui est lié à l'économie de l'entreprise, on a quand même des informations qui sont publiques. Les chiffres, les appels d'offres. Et puis, on a tout ce qui va être un peu plus lié aux collaborateurs. Donc, on a l'organigramme peut-être sur le site web qui va permettre d'identifier les personnes critiques de l'entreprise, donc le comité exécutif, les VIP. Et on va avoir, par exemple, sur les réseaux sociaux comme LinkedIn, Viadeo, la liste des employés, leur parcours, leur rôle, peut-être les technologies qu'ils utilisent. Peut-être qu'on va voir que moi, je suis manager au CERT d'Allemonde et que j'utilise tel ou tel outil pour faire du forensic. Tout ça, c'est finalement des données qu'on souhaite exposer, mais qui se retrouvent dessus et qui peuvent être collectées. Et puis, donc, évidemment, des données personnelles, les noms, prénoms, date de naissance, lieu de travail, etc., qu'on peut retrouver assez facilement. Et puis, il y a toutes les données qui ne devraient pas être exposées, mais qui le sont. Donc on parlait des données personnelles des collaborateurs, qu'on ne souhaite peut-être pas qu'elles soient exposées, mais qui le sont. Et puis, on va voir, par exemple, tout ce qui est activité en ligne, les heures de connexion, la géoposition du téléphone, les habitudes de consommation, toute l'activité sur les réseaux sociaux, les likes, les commentaires, les centres d'intérêt, toute cette activité qui, elle, est collectée et finalement est plus ou moins publique, puisque lorsqu'on commente un post public, le commentaire est visible par tout le monde et donc on peut collecter de l'information, dresser des portraits. Alors c'est très utile pour le marketing, par exemple, pour cibler la publicité qui va vous être communiquée, mais ça peut être utilisé, par exemple, aussi pour faire du phishing, du social engineering, tout un tas d'autres choses comme ça. On a aussi donc tout ce qui est résultat des fuites de données, des vols de données. Donc, typiquement, après un ransomware, une exfiltration de données, on va avoir des passeports, des cartes d'identité, des numéros de sécurité sociale, énormément de mots de passe, des documents confidentiels, des données financières, des bases de données clients, etc. Et puis, sur les assets d'une entreprise, on va retrouver des sous-domaines cachés, par exemple, qu'on souhaitait cacher, mais qui finalement sont exposés et trouvables sur Internet. On peut retrouver du code source d'application ou d'un site web. On peut retrouver également des clés d'API. Voilà, donc il y a vraiment beaucoup d'informations qui sont exposées, même si on ne le souhaite pas. Elles le sont, entre guillemets, malgré nous. Même les vulnérabilités, par exemple, on va utiliser un protocole sur un serveur exposé. On va oublier de le mettre à jour pendant 6 mois, 1 an, 2 ans. Et finalement, on se retrouve avec une vulnérabilité. Et le fait que mon asset est vulnérable, ça, c'est une information qui est publique et donc qui est exposée, qui peut être récupérée par des attaquants pour pouvoir justement perpétrer une attaque derrière. Alors, ça, c'était côté entreprise, mais du coup, toutes ces informations-là, elles sont aussi laissées par les cybercriminels, ce qui nous permet, nous, justement de dresser le portrait robot de ces cybercriminels, notamment, par exemple, lorsqu'un criminel va créer un domaine pour faire sa campagne de phishing, nous, on va pouvoir détecter la création du domaine en amont et donc peut-être empêcher la campagne de phishing avant même qu'elle commence. On peut faire ce travail-là aussi sur les certificats, sur les identités numériques. Donc, on va surveiller par exemple les réseaux sociaux, donc ce qu'on appelle SOCMINT pour Social Media Intelligence. Et on va regarder, tiens, là, il y a un pseudo ou un nouveau compte LinkedIn qui ressemble à mon CEO. En plus, il a repris la même photo. Là, on peut faire ce type de surveillance. C'est autant d'informations qui sont publiques que nous, on peut utiliser pour se protéger.
On va avoir aussi les posts sur les forums, par exemple, des criminels qui vont poster ben voilà, je vends une base de données du Clusis, la base de données des adhérents du Clusis. Bon, ben, nous, on va pouvoir monitorer ça et dire attention, là, il y a quelque chose qui mérite qu'on s'y intéresse. Donc voilà, tout un tas de données qui finalement sont exposées et nous permettent de faire la même chose, de faire ce que font les criminels sur les victimes, mais de le faire nous sur les cybercriminels. Et puis effectivement, il y a les données autour des victimes. Par exemple, on va pouvoir savoir que Logbit cible plutôt le secteur de l'assurance, le secteur gouvernemental et le secteur du transport plutôt que de l'énergie, par exemple. Et donc ça nous permet de dresser donc, ce qu'on appelle la heat map d'un criminel. Donc si vous connaissez le framework MITRE-ATT&CK, c'est les tactiques, techniques et procédures qu'utilise un cybercriminel pour perpétrer ces cyberattaques. À toi, Stéphane. Alors, oui, faut prendre un peu en fait ces données comme une sorte de millefeuille avec différents types d'accès ou de non-accès quelque part. Et au niveau du dark web, les données qu'on trouve des fois, celles à laquelle on accède à travers ben voilà, des forums parce qu'elles sont mises en vente ou tout d'un coup quelqu'un, un chercheur, tombe dessus par hasard, ce qui arrive aussi, et qu'on a des fichiers importants de données qui contiennent des milliers, des millions ou plus. Ne représente pas du tout forcément la réalité de ce qui existe. Donc, on a toujours accès à quelque chose dont on ne sait pas quel est le niveau de représentation par rapport à l'ensemble. On ne sait pas combien de données volées figurent sur le dark web. Et peut-être qu'un certain nombre ne sont juste pas accessibles parce que les gens qui les ont stockés sur la plateforme ont simplement décidé de ne pas communiquer l'espace sur lequel ils ont stocké. Donc ça, c'est finalement à la discrétion de toute personne qui utilise la plateforme de faire que son lien soit visible ou pas dans un outil interne à Tor qui permette par exemple de faire une recherche. Mais le service peut être en ligne, il peut être offline, il peut être communiqué, il peut ne pas être communiqué. Maintenant, au niveau aussi du web, on a cette couche intermédiaire qui est celle qui a été créée à travers les années, hein, depuis quelques décennies, par Internet Archive. Ce que fait Internet Archive, c'est qu'il crée des copies de pages de manière plutôt aléatoire, hein, des copies de pages de sites, ce qui fait que quand ces sites n'existent plus, ils existent toujours au sein d'Internet Archive. Et on peut demander finalement à Internet Archive de ne pas explorer notre site, c'est-à-dire qu'on met dans le fichier qui communique avec les moteurs de recherche, on a un fichier qui est destiné à ça dans un site Internet, on va lui dire ne vois pas ces pages ou ne les garde pas en mémoire. Donc il y a une possibilité de le faire, tout comme il y a une possibilité d'aller sur Internet Archive pour voir un petit peu est-ce qu'il connaît l'autre site et quelles sont les pages qu'il a en mémoire. Et est-ce que dans cette information qu'on trouve dans ces pages en mémoire, il y a quelque chose qui pourrait affecter mon entreprise, ma personne? Parce que finalement, chaque personne est constitutif de la réputation d'une entreprise, quel que soit son niveau hiérarchique. Et autant dans la sphère privée, on est aussi constitutif de la réputation de l'entreprise aujourd'hui. C'est-à-dire ce qui nous affecte dans le privé peut affecter l'entreprise et réciproquement. Et donc, ici, le cas que je montre avec Internet Archive, c'était donc une cliente que j'avais eue qui voilà, exerçait le métier d'escorte auparavant, et tout d'un coup, elle a décidé de changer de carrière. Et quelque temps après, donc elle avait résilié son site, elle a arrêté d'utiliser son nom de domaine, plus rien n'existait en ligne directement la concernant. Et puis, tout à coup, sur Facebook, une page a été créée mentionnant son nom, parce qu'elle avait pris un nom d'artiste mentionnant le nom qu'elle avait quand elle était escorte. Et puis, il y avait des photos qui se trouvaient à l'époque sur ce site aussi, qui étaient publiées sur cette page Facebook. Et sur la page, il y avait aussi l'adresse, donc le nom de domaine, l'adresse Internet du site qu'elle avait auparavant. C'est-à-dire que quelqu'un était allé reconstituer son site en se basant sur les données obtenues à travers archive.org. Et il avait reloué le nom de domaine, et une fois qu'il avait fait tout ça, eh ben, le site était de nouveau en place. Donc il a fallu faire tout un ensemble de démarches pour refaire tomber le site. Donc on peut contacter archive.org, on peut leur demander
d'effacer un certain nombre d'informations. C'est info@archive.org au cas où. Donc, ils ne font pas du tout de problème pour effacer ces données, mais il faut le savoir. Donc, ça, c'est un des aspects où l'information peut se trouver. Elle peut être pertinente ou pas pertinente. Elle peut représenter un risque réputationnel ou pas. Simplement, il faut en être conscient. Voilà, un autre cas ici qui était intéressant, c'était je donnais une formation dans le cadre d'un management de projet culturel, donc rien à voir avec la sécurité, mais ben voilà, la réputation fait aussi partie de ce qu'on doit enseigner aux artistes. Et tout d'un coup, ben, dans un exercice, une des artistes met son nom dans Internet Archive, et tout d'un coup, comme vous le voyez de manière surlignée en jaune, apparaît associé à son nom le site vidéo-chat-porno.es, vidéo chat porno. Et là, ben, elle se dit, mais comment c'est possible? Moi, j'ai jamais créé de contenu à caractère intime, que ce soit dans ma vie privée ou pour d'autres circonstances. Et ce site qui s'appelait videochatporno.es, en plus était renommé entre-temps, entre le moment où ces informations avaient été diffusées et puis celui au moment auquel on y a accédé. Alors on peut passer à la slide suivante, Tristan, si jamais. Voilà. Et on voit que quand on fait une recherche avec le nom de la personne et on associe porn pour voir si ça apparaît dans les résultats simplement. Oui, ça apparaît dans les résultats avec le nouveau nom du site auquel le site par lequel il est accessible, le nom du site par lequel il est accessible, et que en fin de compte, si on voit au slide suivant, que ce qu'a fait le site, c'est qu'il a pompé toutes les photos du site de l'école concernée dans le domaine artistique, et puis il associait en fait des photos tout à fait classiques et banales qui étaient sur ce site à des contenus qui, eux, étaient explicites, mais qui n'avaient rien à voir avec les personnes qui composaient en fait cette équipe artistique. Donc, on crée une sorte d'association entre une personne dont on a volé la photo tout à fait banale et qu'on a mis sur ce site plutôt à contenu à caractère sexuellement explicite, et pour amener en fait du trafic sur ce site en cherchant les noms d'autres personnes. Et donc le site fonctionnait un peu de cette manière, y compris avec des événements qui touchaient les enfants, là, comme on l'a vu dans la slide, tu as eu raison de la passer. Voilà, y compris avec, voilà, dans ce Maker Bootcamp, un événement qui concernait des enfants, et on avait des photos d'enfants qui étaient associées à ces contenus pornographiques sur ce site-là. Voilà, ça c'est un point par rapport à ce cas-là. Donc ça aussi, on peut nettoyer Internet Archive, on peut faire des démarches auprès de ces sites. Donc les démarches qui ont été faites, le site n'a pas fait de problème à retirer les contenus, mais parfois les sites se trouvent dans ce qu'on appelle des forts un peu exotiques au niveau juridique, et il n'y a pas moyen forcément de contacter les gens qui sont derrière l'administration de ce genre de site. Donc ça peut être parfois plutôt compliqué. Là, au niveau Dark Web, ben, si on passe sur cette plateforme-là, des gens s'en servent pour héberger des contenus dont ils vont communiquer finalement le lien, mais simplement, ce sera difficile de faire retirer l'existence du lien depuis, en tout cas, le Dark Web, et il faudra aller de nouveau sur le Clear Web pour essayer d'agir. Si les photos ont été publiées sur ces plateformes. Des fois, elles sont publiées uniquement, je crois qu'on peut aller à l'animation suivante, elles sont publiées uniquement sur le Dark Web, et des fois on les retrouve quand même dans ce qu'on appelle des diffusions, donc des fichiers des fois compressés ou autres, qui sont disponibles à travers différents sites sur le Clear Web. Vous voyez, il y a cette relation entre les deux dans ces cas de pornodivulgation, et là on voit qu'un des fichiers permet d'identifier la personne finalement qui est concernée par ces photos. Donc là aussi, le préjudice peut être important, et il ne faut pas le voir uniquement dans le côté sphère privée, mais ce type de préjudice peut toucher une entreprise, parce que ça peut être une personne dirigeante ou autre d'une entreprise qui peut être touchée
tout d'un coup par une diffusion non consentie d'un contenu de ce type-là. Alors la législation ensuite a évolué récemment, je dirais malheureusement que récemment, pour sanctionner pénalement, concrètement et spécifiquement ce qu'on appelle le revenge porn ou la porno-divulgation. Mais ces contenus, qu'on puisse les sanctionner, ça ne signifie pas que ça les fait disparaître. Et des fois, ça peut être extrêmement problématique d'intervenir là-dessus. Mais ça veut dire toute l'importance en fait de cette analyse approfondie des différents pans du web dont parlait Tristan, à qui je vais repasser la parole. Yes, merci. Ouais, donc effectivement, c'est d'où l'intérêt de surveiller son exposition. On voit qu'il existe pléthore de données disponibles sur les différents réseaux Internet. Et on peut se poser la question, pourquoi il faut surveiller ça et comment on peut utiliser ces données pour se protéger. Donc évidemment, d'un point de vue entreprise, voilà, l'objectif, c'est d'utiliser Internet comme un atout. Donc ça nécessite un niveau de maturité, un minimum, hein. Donc l'objectif, c'est les petites structures, elles vont avoir par exemple un EDR, mais elles vont pas être équipées sur avoir quelqu'un qui regarde le dark web tous les jours pour voir ce qui se passe. Après, généralement, le degré le niveau de besoin est proportionnel à la taille de l'entreprise. Donc la petite boulangerie du coin, elle a peut-être pas forcément besoin de surveiller le dark web, mais plus l'entité est grosse, plus elle va avoir ce besoin-là. Donc on voit qu'il y a vraiment voilà, un niveau de maturité autour de la vigilance qui est externe, hein. On voit que les SOC ont du succès, que les petites entreprises s'équipent de DR, que les méthodologies d'analyse de risque continuent d'être mises en œuvre. D'ailleurs, l'ISO 21827 a défini 5 niveaux de maturité SSI pour ceux qui n'ont pas encore établi leur niveau de maturité SSI, je vous le recommande. Et donc l'idée, c'est de voir au-delà de son SI, c'est-à-dire qu'il y a une première étape qui est de se dire, OK, moi je protège mon interne, donc je fais mon patch management, je sensibilise mes collaborateurs, etc. Donc c'est l'interne. Et puis derrière, c'est au-delà de mon SI, comment je suis perçu à l'extérieur, qui s'intéresse à nous, quelles informations ils peuvent récupérer, quelles informations nos collaborateurs diffusent à l'extérieur, comment on est perçu sur les réseaux sociaux, quelle est notre réputation. C'est toutes ces questions qu'il faut se poser et c'est pour toutes ces raisons qu'il faut monitorer son exposition. Donc la première des choses à faire, c'est de définir son périmètre, hein. Donc quels sont mes risques? Donc je reviens, si je suis une petite boulangerie du coin de la rue, c'est peut-être pas très grave si j'ai la base de données des ventes de l'année dernière qui a fuité sur le dark web. Par contre, peut-être que si je suis meilleur ouvrier de France, la recette de ma baguette, j'ai pas envie qu'elle soit revendue sur Internet. Et si je suis une grande entreprise, mes risques sont encore plus forts. Donc, c'est qui est-ce qu'on affronte? Quelles sont les techniques qui sont employées par les criminels qui visent mon secteur? Est-ce que je dois me protéger du phishing? Est-ce que je dois faire attention justement à sensibiliser mes collaborateurs à ce qu'ils diffusent sur Internet? Peut-être que si je travaille dans la défense gouvernementale, j'ai aucun intérêt à ce que mes collaborateurs disent sur quelle technologie ils travaillent. Si je sais que, je ne sais pas moi, sur le gouvernement suisse utilise Node.js en interne, peut-être que ça peut donner des idées à certains. Donc peut-être que c'est des informations qu'il faut garder pour soi. Et du coup, une fois qu'on a identifié ces risques et les menaces qu'on doit affronter, on se pose la question de quelles sont les données qui sont ciblées, donc ce qu'on appelle les Crown Jewels, donc les bijoux de la couronne. Donc qu'est-ce qui a de la valeur pour moi? Donc je reviens par exemple, la recette du Coca-Cola ou la recette de la sauce du Big Mac ont peut-être plus de valeur que la base de données des clients dans un petit pays d'Afrique. Donc faut se poser ces questions-là et puis derrière se dire OK, quels sont les moyens qu'on a à disposition et qu'est-ce qu'on va devoir mettre à disposition. Donc on a des outils de scan automatique, on a du dorking, on a tout un tas de bases de données ouvertes qui vont nous permettre de récupérer toutes ces informations-là. Et puis donc il va derrière falloir peut-être faire un travail d'analyse manuelle, de qualification, puisque de la donnée, il y en a beaucoup. Donc ça, c'est le travail de l'analyste. Donc pour ça, nous, on utilise différents outils. Par exemple, pour profiler les groupes cybercriminels, on va les traquer, on va regarder les blog posts, on va regarder les
comment dire, les write-up, les rédactions suite à des cyberincidents qui les concernent pour pouvoir établir justement la liste des tactiques, des techniques, des procédures qu'ils utilisent. Et puis, on va essayer de dresser, peut-être on va partir d'un tableau blanc et puis on va essayer de dresser un portrait de leur infrastructure. Tiens, ils ont utilisé ce domaine ici, et puis 6 mois après, ils ont utilisé ce nouveau domaine pour une autre victime. Et derrière, ça nous permet de faire des liens justement entre les différentes informations qu'on retrouve. C'est aussi notamment un des jobs des autorités de faire ce lien entre les différents cas de compromission et justement de pouvoir, à un moment donné, trouver une erreur de l'attaquant et faire le lien entre différents cases et peut-être remonter jusqu'à trouver le coupable ou à faire en tout cas au moins de l'attribution. Au-delà de l'infrastructure, on le fait donc sur le profil, comme je disais tout à l'heure, sur le portrait robot, donc les TTP. Et donc là, on va pouvoir justement identifier la heatmap d'un groupe criminel et permettre déjà de mieux se protéger. Si je sais que Carbanac ou Fin6 ou APT28 ciblent beaucoup le secteur bancaire, je vais peut-être me dire, OK, j'ai tout intérêt à ce que ma stratégie de détection soit axée sur les TTP utilisés par ces groupes qui nous visent ou qui visent notre secteur, plutôt qu'à mettre des efforts dans des techniques qui ne sont pas du tout utilisées. On ne dit pas qu'il ne faut pas se protéger des autres techniques, on dit que c'est juste peut-être pas la priorité si on intègre cette partie threat intelligence dans notre réflexion de posture sécurité et de stratégie de détection, en plus de l'analyse de risque. Donc derrière, on va utiliser tout un tas d'outils pour collecter ces informations. Donc, on va utiliser ce qu'on appelle des crawlers. Donc, c'est des robots d'indexation qui vont aller explorer le web pour collecter tout un tas de ressources. On va développer en interne des scrappers qui vont extraire le contenu de certains sites web. Par exemple, d'aller récupérer les posts sur certains forums. On va derrière avoir besoin de développer des parseurs, donc des analyseurs syntaxiques qui vont permettre de découper la donnée qu'on a collectée et de pouvoir la traiter de manière assez efficace. C'est-à-dire que d'un forum à l'autre, c'est jamais le même format. Il faut peut-être décoder le langage utilisé par le criminel, etc. Donc, il faut peut-être faire de la recherche de mots-clés. Donc ça, pour ça, on va avoir besoin de parseurs. Et puis derrière, on va avoir besoin de bases de données pour stocker justement toute cette information et garder un historique, puisque ce qui est important, c'est justement cette notion d'historique, c'est l'évolution dans le temps d'un groupe cybercriminel, l'évolution dans le temps d'une infrastructure ou l'évolution dans le temps de ma réputation sur Internet. On fait aussi donc de l'UMINT et on essaye par exemple d'intégrer, d'infiltrer certains forums un peu underground sur lesquels il faut se faire inviter, sur lesquels il faut montrer patte blanche pour pouvoir accéder aux différents posts et aux différents forums. Donc ça, par exemple, c'est un exemple de cartographie, mais on parlait tout à l'heure du CLUSIS. Donc, une des premières choses que va faire un cybercriminel, c'est d'établir la cartographie de sa victime en disant, OK, moi je pars du CLUSIS, quels sont tous les assets connectés au CLUSIS, quelles sont les adresses IP, quels sont les serveurs exposés, quels sont les noms de domaine qui appartiennent au CLUSIS. Ça peut être le DNS, le serveur mail, un serveur de dépôt de fichiers, un serveur de paiement pour l'adhésion, etc., etc. Et donc, à partir d'une seule information comme le nom de l'entreprise, on va pouvoir établir toute une carte, de faire une sorte de screening, toute une carte des assets qui appartiennent à l'entreprise. On peut faire ça aussi à l'échelle de l'individu, par exemple de retrouver les proches, les collègues, la famille, les personnes avec qui un individu échange, etc. Derrière, une fois qu'on a fait cette cartographie, ça veut dire qu'on a multiplié les assets sur lesquels on peut rechercher des vulnérabilités. Donc, plutôt que d'avoir un domaine, finalement, maintenant j'en ai 20, ça me donne autant de potentielles portes ouvertes en plus. Ce qu'on peut faire notamment, c'est sur les domaines, c'est de chercher des domaines qui sont similaires. Alors ça, c'est très pratique, par exemple, pour détecter les campagnes de phishing, comme j'en parlais tout à l'heure. Si demain, il y a un CLUSIS écrit en majuscule, et finalement, le L est un I majuscule, donc ça fait CIUSIS, CIUSIS. Un utilisateur non averti pourrait se faire avoir, cliquer sur le lien et saisir ses identifiants.
Donc nous, on va regarder, donc on va utiliser différents algorithmes, par exemple la distance de Levenshtein, pour trouver des sites qui pourraient correspondre aux nôtres et voir où est-ce qu'ils sont hébergés, quel est le contenu qui est hébergé dessus, etc. Ça nous permet de retrouver tout un tas d'informations assez intéressantes. On trouve d'autres types de données. Donc tout à l'heure, je parlais de fuite de données ou de documents confidentiels. Par exemple, là, juste une petite recherche rapide sur GitHub et on voit que le Clusis est mentionné dans une liste d'entreprises. Et lorsqu'on creuse un petit peu d'où ça vient, on voit que ça correspond à un cours de Big Data dans une université à Taipei. Donc on peut se demander qu'est-ce qu'on peut faire de cette information. Est-ce que ça veut dire qu'on est la cible d'une cyberattaque? Est-ce que ça veut dire que Taipei s'intéresse au Clusis? On peut se poser tout un tas de questions, mais en tout cas, c'est une information qui peut avoir de la valeur. On voit aussi par exemple un article du Security Affairs qui mentionne le Clusis. Donc ça nous permet par exemple d'anticiper des activistes. Une fois, on a eu des activistes écologistes qui ont lancé une campagne de cyberattaque contre un bureau d'études qui travaillait sur un projet d'enfouissement de déchets nucléaires hautement radioactifs. Et ça, on a pu l'anticiper de cette manière. Évidemment, donc tout à l'heure, on parlait du dark web, mais il ne faut pas regarder que le dark web. Les pirates migrent de plus en plus vers le clear web pour perpétrer leurs activités malveillantes. Et on a donc l'essor des messageries sécurisées comme Telegram, Signal, Wire, etc., qui ont de plus en plus de succès. Et donc, on a besoin aussi de faire cette veille, de surveiller donc les groupes d'échange sur ces réseaux-là. Donc, on doit maintenir nos outils à jour sur par exemple, là, le Anonymous Soudan qui allait annoncer qu'ils allaient faire des DDoS sur les aéroports et les hôpitaux français enfin les hôpitaux et les aéroports français, on savait qu'ils allaient le faire puisqu'on avait été mis au courant au moment où eux ont informé leur communauté. Nous, on avait déjà ce message-là et donc on peut prendre les mesures pour se protéger, préparer les load balancers à prendre un pic d'activité, souscrire à un anti-DDoS rapidement, etc. Donc ça, c'est tout un tas de choses qu'on peut faire. On a aussi donc les fuites d'identifiants, donc typiquement un ordinateur infecté par un infostealer. L'infostealer va envoyer l'ensemble des mots de passe qui sont par exemple stockés dans le navigateur. Ça va être envoyé vers un serveur en centrale. Nous, on arrive à récupérer la liste de ces mots de passe et donc on peut prévenir les victimes que effectivement le mot de passe de ce site a été volé et il faut changer de mot de passe. Et si ce mot de passe était en plus réutilisé sur d'autres sites, on recommande de changer l'ensemble de ces mots de passe. Donc ça, on en retrouve énormément. On retrouve parfois des comptes de VIP et ça, c'est aussi beaucoup utilisé derrière dans les campagnes de phishing et dans des campagnes de password spraying dans lesquelles on va avoir des milliers de connexions sur des milliers de comptes utilisateurs avec un ou deux mots de passe différents. Donc peut-être un mot de passe par défaut et un mot de passe trouvé dans une combo list, par exemple. Tristan? Oui. Ouais, je voulais juste ajouter, des fois on a l'impression que tout ça est complexe et que certaines entreprises peuvent se dire oui, mais finalement à quoi ça sert? Moi, j'ai pas besoin d'aller aussi loin, etc. Mais ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que n'importe quelle entreprise peut être la cible d'une attaque. C'était le cas en France où des aéroports ont été victimes de fausses alertes à la bombe. On ne connaît pas encore finalement les motivations qui étaient derrière ces fausses alertes à la bombe, si ce n'est de déstabiliser peut-être voilà l'État français dans une certaine mesure. Puis il faut se souvenir que, par exemple, quand en Suisse on a eu la visite de Zelensky, donc le président ukrainien, il y a 50 sites qui ont été défacés. C'est-à-dire qu'on est dans des conflits dont finalement qui ne se limitent plus à leur périmètre physique, mais qui fait qu'ils s'étendent avec le numérique pour toucher les différents soutiens des belligérants. Comme en Suisse, le fait de faire tomber ces sites était sûrement destiné à essayer de fragiliser le soutien à l'Ukraine,
en disant, regardez, Zelensky vient en Suisse, les sites se font attaquer, peut-être qu'on ne devrait pas le recevoir la prochaine fois ou quelque chose comme ça. Et tout type d'entreprise peut être touché aujourd'hui, donc il faut vraiment entreprendre ces démarches d'identification, d'évaluation des risques auxquels on est confronté, et ça passe par voilà entre autres ce qu'a expliqué Tristan. Je te repasse la parole. Yes, merci. Et ouais, effectivement, enfin, typiquement, nous, on peut témoigner là-dessus sur sur la centaine d'interventions qu'on a fait entre l'année dernière et cette année. La grande majorité, ce sont des entreprises de petite taille ou de taille intermédiaire. Donc là-dessus, personne n'est à l'abri. Et effectivement, c'est pas parce qu'on est un petit acteur qu'on ne sera pas victime. Et typiquement, bah, voilà, sur les mots de passe, nous, on a des cas récemment sur une petite entreprise. Un collaborateur se fait voler son ordinateur portable et bah, un an plus tard, on retrouve en fait que le compte de cette personne a été revendu sur le dark web. On le retrouve et comment dire, le client a été victime d'une attaque qui a permis de compromettre la boîte mail. Et lorsque nous, on est arrivé pour investiguer, on s'est rendu compte que le mot de passe de ce compte-là se retrouvait disponible sur Internet. Donc vraiment, là-dessus, il y a pas de... Personne n'est à l'abri. Et s'il y a une opportunité de faire plus d'argent, donc d'acheter un compte à 100 € pour derrière détourner 3 000 €, c'est 2 900 € de gain pour le criminel. On voit donc d'autres types de documents. Donc là, c'est par exemple... peut-être un excès de prudence d'un des adhérents du CLUSIS, mais on a retrouvé donc la facture d'un des adhérents du CLUSIS sur Internet, dont on a caché l'identité, mais peut-être qu'avec le numéro, il pourra s'identifier. Mais voilà, c'est le genre de document qu'on n'est pas censé pouvoir retrouver sur Internet. Pour autant, nous, on l'a retrouvé de manière assez triviale. Et donc, il faut faire attention lorsqu'on soumet des informations sur un site tiers. Là, typiquement, c'est quelqu'un qui a soumis la facture sur Virus Total pour vérifier qu'elle ne contenait pas de virus. Sachez que lorsque vous déposez un document sur Virus Total, tout le monde peut accéder à ce document. Alors, je ne dis pas de ne pas scanner sur Virus Total, c'est très important de le faire quand vous avez un doute, mais attention lorsque vous traitez des données confidentielles à comment vous la traitez. Donc on voit d'autres exemples. Là, par exemple, c'était au moment de Wikileaks, c'était la liste des data centers d'Amazon qui hébergeaient les données du département de la défense américaine qui se retrouvaient voilà, de manière publique sur Internet. On peut imaginer les conséquences que ça peut avoir de savoir où est stockée la donnée d'un gouvernement. Voilà, c'était notamment les bases SQL, donc les bases de données qui contenaient les équipements militaires utilisés en Irak et en Afghanistan. Quand on voit le climat géopolitique actuel, on peut se poser des questions sur l'importance de savoir où sont stockées ces données et est-ce que cette information est publique. On a d'autres façons de faire aussi. Par exemple, là, c'est un exemple de Dorking. Donc, c'est une simple requête Google dans laquelle on va chercher un mot-clé comme admin ou comme mot de passe, et on se rend compte que de manière référencée sur le clear web, on peut récupérer tout un tas de mots de passe sur Internet de manière vraiment triviale. Donc ça, c'est voilà, c'est pour vous montrer la facilité qu'un attaquant peut avoir à retrouver ces informations. Et donc, ben, voilà, il faut faire attention. Et après, c'est l'avantage, c'est qu'on peut nous faire la même chose pour se protéger et pour effacer le contenu. Je te laisse un petit peu la parole, Stéphane. Oui, on est toujours dans l'identification de ce périmètre informationnel, en fin de compte, d'avoir une connaissance de terrain, de la manière dont les gens sont en relation avec nous, les informations qui sont à disposition. Et c'est vraiment l'idée que vous fassiez cette démarche telle que la ferait une personne qui cherche de l'information sur vous, quel que soit le domaine d'utilisation de cette information. Ne pas oublier les bases de données publiques et professionnelles. Si on prend Money House et autres, vous avez quand même beaucoup d'informations très utiles dans les versions payantes sur les entreprises, sur des gens. Et depuis ces informations-là, on peut essayer d'explorer les réseaux sociaux pour consolider un profil et commencer à initier en fait une attaque, que ce soit pour les arnaques au président, le social engineering ou d'autres formes de social engineering.
Et puis, par exemple, ce qu'on voit ici, c'est les backlinks, c'est en fait les gens qui mettent un lien sur votre site ou sur un contenu d'une page ou d'une autre à l'intérieur de votre site. Et c'est toujours intéressant de voir aussi qui finalement nous référence ou nous mentionne d'une manière ou d'une autre. Ça peut apprendre certaines choses aussi. On est dans le fait de dire, OK, l'information elle est vraiment multicouche. C'est aussi une donnée qui peut être intéressante, qui peut être évaluée. Alors, on utilise ces outils généralement pour du marketing, mais là, l'idée est de se dire, OK, ça me permet de mieux connaître un petit peu ma situation par rapport aux gens qui vont peut-être référencer mon site ou les contenus sur mon site. Ça peut me permettre d'identifier aussi des contenus qui sont plus actifs et quand même référencés. Donc, cette empreinte numérique et cette présence dans les résultats des moteurs de recherche, à travers l'utilisation des recherches avancées, du dorking, comme l'a mentionné Tristan, elle est extrêmement importante parce que des fois, on peut avoir des mauvaises configurations d'un intranet qui laissent fuiter des documents PDF et autres. Et puis, on va essayer de voir justement quelles sont les informations sur ma personne, mon entreprise, mes produits, quels sont les documents relatifs à mon entreprise, quelles sont les informations qu'on pourrait obtenir sur les structures de l'entreprise, employés, son organigramme, ou comment mon entreprise et mes employés peuvent être identifiés sur les réseaux sociaux, dans ZFX, sur Money House, etc. Et puis, par rapport aussi à ce qu'avait cité Tristan, faites attention si vous utilisez l'intelligence artificielle et l'analyse de documents PDF, à ne pas envoyer n'importe quel document PDF aux outils d'intelligence artificielle. Il existe des outils comme Private GPT qui vous permettent de travailler en local sans faire d'extraction de données. Bon, ça c'était juste une toute petite parenthèse. Maintenant, quand on fait une recherche à travers les moteurs de recherche, on a tous l'habitude d'utiliser Google. Alors, Google ne fonctionne pas de la même manière partout, c'est-à-dire que Google va privilégier des résultats locaux avant de vous donner des résultats, on va dire, internationaux. Donc là, ce qu'on voyait, c'était la recherche avancée dans Google qui me permet de définir le pays d'où j'émets la requête. Alors, on peut le faire sans autre. Vous voyez, je choisis un pays ici et je lance ma requête. Alors, ce qu'on va voir dans la prochaine slide, là, je fais une requête de la Suisse sur la Suisse. Donc, je suis sur une adresse IP suisse et je suis en Suisse et je fais ma requête. Et donc là, j'occupe un certain nombre de résultats dans les premiers de Google. Maintenant, ce qu'on va voir ici, je fais une requête en paramétrant Google depuis la France et on voit déjà que j'occupe beaucoup moins de résultats, mais encore avec les cookies et autres, ça donne certaines informations, alors que dans la capture suivante où je fais une recherche en France depuis la France. Donc là, j'utilise encore un VPN en plus de la démarche à travers le moteur de recherche, les paramètres avancés de Google. Et on voit que là, j'occupe beaucoup moins, voire des fois presque plus de résultats dans les 10 premiers, alors que la requête est toujours la même. Donc, surtout quand on a un problème de savoir comment est-ce que son empreinte numérique est présente sur différents lieux, c'est important de faire cette démarche. On voit si on continue d'ailleurs. Là, je vais faire la requête des États-Unis depuis les États-Unis, donc en paramétrant les recherches avancées de Google aux États-Unis, j'ai fait utiliser un VPN et on voit que les résultats peuvent être différents non seulement par rapport à ce que j'ai et la manière dont finalement Google hiérarchise les résultats en fonction du pays. Là, il va plus mettre en avant Twitter ou X, un peu comme qui voudra l'appeler comme ça. Et si j'utilise par exemple pas d'accent, les résultats vont être encore un peu différents. Donc il faut vraiment, on va dire, avoir cette littératie numérique pour justement l'utilisation de ces opérateurs avancés pour surveiller ces champs informationnels et son image. On peut passer à la suivante. Voilà, là c'est juste pour montrer quelques-uns des opérateurs qui vous permettent d'accéder à certaines choses. Il y en a beaucoup plus que ça. Mais voilà, je peux les combiner aussi. Un site.ch, ça va me donner que les sites qui finissent par .ch. Si je mets mon site.ch, ça donnera toutes les pages indexées par Google de mon site.ch, ce qui vous permet de vérifier l'intégrité de vos résultats tels qu'ils sont visibles par les gens, par exemple. Si je prends du filetab.pdf, voilà, j'accéderai au document PDF. Donc, il y a aussi des outils que j'utilise. Par exemple, ça, c'est un outil pour plutôt gérer l'aspect de la propriété intellectuelle des images, mais moi, j'utilise comme un outil de surveillance de l'apparition, en tout cas, qui me donne un peu plus que si je n'avais pas l'outil. Il n'est pas exhaustif,
mais ça me permet d'identifier où certaines des images me représentant pourraient être publiées. Si l'image est publiée sans mon nom, par exemple avec un autre nom, mais ça serait mon image, cet outil pourrait potentiellement me permettre de le détecter. Mais ce n'est pas exhaustif à nouveau, mais c'est une aide qui permet d'avoir un peu plus de prise, entre guillemets. Alors après, vous avez bien sûr tout un ensemble d'outils qui sont alors des gratuits ou des freemium, c'est-à-dire en partie gratuits, en partie payantes, que je mentionne ici. Hein, les gratuits, c'est Google Alert et puis Talkwalker dans sa version de base, mais Talkwalker développe des outils puissants et payants qui sont aussi très intéressants derrière. Et puis, voilà, c'est des choses qu'il faut tester. Là, on est sur des outils qui sont plutôt des outils entreprises, où on est déjà des montants à peu près dans les 1000 francs par mois pour ces outils-là, mais qui apportent une vraie capacité de surveillance, d'évaluation des tendances des fois, dans des dynamiques de crise, de la portée d'une crise, des commentaires, du ton des commentaires, des influenceurs dans une dynamique et autres. Et c'est des choses qui peuvent être aussi tout à fait intéressantes à explorer et qui font partie aujourd'hui de la boîte à outils des entreprises ou des individus par rapport à cette idée de surveiller son image et surveiller les informations qui peuvent survenir, mais attention aussi de bien être conscient qu'on est toujours prévenu avec un temps de retard par rapport à quelque chose qui existe déjà. Voilà, je te repasse la parole, Tristan. Ouais, merci. Ouais, donc effectivement, se pose du coup la question, bah, OK, on a identifié toutes ces données, c'est super, mais qu'est-ce qu'on en fait? Bah, derrière, on va les enrichir et on va les corréler, on va essayer de faire du lien entre elles. Donc déjà, peut-être il faut rappeler un peu le cycle de la donnée, lors d'une fuite de données. Typiquement, une fois que la donnée a été obtenue par un cybercriminel, il va potentiellement déjà s'en servir. Et puis peut-être qu'ensuite, il va revendre cette information. Donc il va la vendre au plus offrant ou il va la vendre peut-être à plusieurs personnes. Ça veut dire qu'il va la partager en ligne, donc comme on l'a vu peut-être sur des forums un peu underground, sur des marketplaces, voilà, des places de marché sur lesquelles il va vendre cette donnée. D'autres vont l'acheter, vont peut-être l'utiliser à nouveau et vont peut-être la revendre à nouveau, etc. Et l'objectif, encore une fois, c'est que c'est de faire du profit. Hein. La plupart du temps, je crois que c'est 76% des motivations sont financières dans le cybercrime. Je ne sais plus la source, je m'en excuse, mais je vous la donnerai peut-être en lien à la fin. Mais en gros, une grosse partie du cybercrime est motivée pour générer des revenus, c'est des motivations financières. Et donc, on se dit, ben voilà, avec un mot de passe ou une carte bancaire que j'ai achetée à 4 € sur Internet, je peux peut-être ficher une personne pour lui soutirer 300 €. Et avec ces 300 €, je peux peut-être ensuite faire un détournement de fonds de 150 000 € parce que j'aurais réussi à rebondir jusqu'à la comptable qui s'occupe de faire les virements. Donc, on est vraiment dans ce cycle de faire, entre guillemets, prendre de la valeur à l'information qui a fuité. Donc voilà, la donnée, c'est de l'argent. Ça, c'est pour vous donner quelques idées de prix. Alors les cartes bancaires commencent à 4 $ sur internet, une carte bancaire avec le code PIN qui aurait été dérobé. Donc c'est notamment, par exemple, les skimmers électroniques, donc en ligne, ou les skimmers sur les distributeurs de billets, etc., qui vont lire la piste magnétique de la carte. On a donc par exemple des accès RDP là, qui valent 6 $. Donc j'ai pris l'exemple de la Suisse. Donc là, on peut se connecter sur un Windows 2022 de 4 Go de RAM qui est en Suisse. Et ça nous coûte 6 $. Donc peut-être qu'une fois qu'on a acheté ça, on va se rendre compte que c'est connecté à un SI qui a plus de valeur et on va pouvoir peut-être perpétrer une attaque plus forte, peut-être déployer un ransomware pour demander une rançon de quelques milliers d'euros, etc. Donc on a un retour sur investissement qui est vachement intéressant. Et puis après, on a vraiment les menaces, on va dire, un peu plus physiques, par exemple les cartes d'identité ou les passeports. Donc là, on est sur des biens un peu plus chers, mais quand même très accessibles. Et donc ça peut être des faux. C'est aussi parfois des personnes de mèche qui souhaitent arrondir leur fin de mois et qui acceptent, par exemple, quelqu'un travaille à la mairie, elle accepte de créer une fausse pièce d'identité pour quelqu'un. Donc elle fait un faux dossier, mais à la fin, elle a une vraie pièce d'identité valable, reconnue par le gouvernement, qu'elle va pouvoir revendre au prix fort.
Donc voilà, c'est vraiment toujours dans ce cycle éternel de faire toujours plus d'argent. Donc derrière, nous, ce qu'il va falloir qu'on fasse, c'est des pivots. Donc c'est, une fois qu'on a de la donnée, on va essayer de pivoter pour identifier des nouvelles données et faire le lien avec d'autres informations. Donc par exemple, tout à l'heure, on parlait du Clusis avec la facture qu'on a retrouvée sur internet et la cartographie. Via la cartographie, j'ai pu, identifier un portail mail, ouvert sur internet, qui est peut-être plus ou moins sécurisé, à jour, et cetera. Et j'ai pu, peut-être, me rendre compte que, certaines informations, certaines boîtes mail, avaient pu être compromises, via des attaques, des cyberattaques ultérieures. Donc par exemple, prends l'exemple ici, d'une cyberattaque à l'encontre d'Adobe en 2013, qui aurait fait fuiter les mots de passe des utilisateurs inscrits. Et donc, un attaquant pourrait se dire, moi, je vais essayer de me connecter avec le mot de passe que j'ai récupéré, même s'il date un peu, et je vais tenter de me connecter sur le webmail, et peut-être que ça va fonctionner. Donc ça, c'est le genre de pivot que les attaquants font, et donc on se doit de les faire aussi. Donc il y a tout un tas de bases de données ouvertes sur internet pour pouvoir enrichir justement. Donc, par exemple, si je reprends l'exemple de la cartographie, une fois que j'ai identifié les sites web et les adresses IP, les noms de domaine de ma victime, je vais pouvoir, utiliser des outils comme Shodan, pour vérifier, ou des scanners, de vulnérabilité ou des scanners de port sur internet pour voir quels seraient parmi les assets identifiés, lesquels seraient les plus faciles à pénétrer. Donc, là, on se rend compte que, alors je ne parle plus du Clusis, mais on a un serveur, RDP exposé sur internet. Et donc avec ces pivots, ça nous permet justement de pouvoir peut-être se connecter à distance sur l'infrastructure de la victime, pour pouvoir, toujours perpétrer une attaque, qui va faire plus de dégâts. Donc avec voilà quelque chose comme $6, on peut se connecter sur un RDP à distance et derrière lancer un ransomware. Donc une fois que ces bases de données, elles sont exposées, ces portails sont exposés, l'attaquant, lui, va pouvoir, justement déclencher, par exemple, un ransomware et la boucle ne s'arrête pas là, c'est-à-dire que le cercle vicieux continue et donc le cybercriminel, va peut-être, proposer de faire fuiter l'information, d'exfiltrer les données. Donc là, on prend un exemple d'une victime de Logbit où les données sont publiées complètement sur internet et accessibles à qui le veut. Et donc là, il n'y a même plus de tri, c'est que l'ensemble des données est exfiltré et donc on peut récupérer, des cartes d'identité, des factures, des bases de données clients, tout un tas de données confidentielles qui peuvent porter préjudice à la victime et encore une fois, perpétrer une autre attaque de plus grande ampleur encore et encore. Donc on est vraiment dans ce cycle-là. Ça, c'était un autre exemple, mais c'est pas très grave. Puis, juste, Ouais, vas-y. une petite chose, toutes ces données-là, il ne faut pas les voir que comme des fuites de données, mais l'accès à ces données est extrêmement simple. En 3 clics, généralement, on arrive à accéder aux données. Et ça veut dire que ces données qui peuvent nourrir aussi les concurrents d'une entreprise. Quand vous avez des appels d'offres, quand vous avez toute une construction, en fin de compte, du fonctionnement d'entreprise à son niveau stratégique, ce n'est pas que des données qui, quelque part, affectent l'aspect protection de la sphère privée ou autre, mais qui peuvent aussi affecter la capacité concurrentielle d'une entreprise par rapport à d'autres. Je repasse la parole. Ouais. Donc effectivement, voilà, donc là, c'est d'autres exemples sur des forums où des personnes vont dire, voilà, moi j'ai une base de données qui contient telle et telle information, est-ce que ça intéresse quelqu'un? Donc ça rejoint ce que tu dis sur peut-être que là, quelqu'un va vendre la base de données des utilisateurs ou des clients, mais ça peut être la stratégie prévue pour les 3 prochaines années pour un grand groupe important. Et si moi je suis un concurrent, peut-être que ça va m'intéresser d'acheter cette donnée, etc., etc. Donc effectivement, voilà, c'est toujours pour générer du profit et se dire comment je peux, valoriser la donnée que j'ai volée en tant que cybercriminel, heu et effectivement, trouver différents acheteurs potentiels, donc d'autres criminels, sur les pièces d'identité pour faire du phishing, du social engineering, des concurrents sur tout ce qui va être renseignement économique et cetera. Peut-être, des États, des gouvernements pour tout ce qui va être lié à la déstabilisation. Donc voilà, il y a tout le monde peut être intéressé pour de la donnée et la donnée, c'est vraiment le nouvel or, le nouveau pétrole. C'est la donnée a de la valeur.
Voilà, donc derrière, on analyse les résultats, on interprète. Voilà, c'est des exemples où, par exemple, on a identifié la directrice générale d'un grand groupe et puis on a trouvé son mot de passe et on se rend compte que son mot de passe, c'est le prénom de son fils qu'on retrouve sur LinkedIn. Bon, c'est des choses comme ça. Donc, on se rend compte de l'impact que ça peut avoir sur l'entreprise et sur l'image de l'entreprise. Donc, au-delà d'une cyberattaque facile, il peut y avoir aussi une perte de confiance de la part des clients ou des collaborateurs, puisque peut-être que la sécurité n'est pas prise au sérieux ou ce genre de choses. Je Oui, te laisse cette perte de raconter. confiance, ouais, je rebondis sur ce que tu dis, hein, cette perte de confiance, il y avait un article que vous pouvez retrouver, je pense, dans le temps sur la manière dont s'exprimait la directrice de la Fondation des Oliviers, qui est un EMS qui était victime d'une cyberattaque. Et c'était vraiment la manière dont les gens ont été affectés. Il y avait vraiment quelque part des conséquences sur la santé psychologique alors, de la directrice, des employés. Il y a tout le temps qui était nécessaire à la reconstruction du système, tout le coût que ça a eu. Il y a aussi des données qui ont été perdues. Il y a des psychologues qui ont dû intervenir pour accompagner certaines personnes qui avaient perdu des données qui leur étaient chères, etc. Donc c'est vraiment prendre en compte aussi cette dimension de la donnée qui a un caractère économique, un caractère humain qui est indissociable. Alors là, c'est aussi pour un petit exemple, pour montrer comment ces données sont recyclées et l'importance de prendre tout ça en compte. C'était à l'époque, en 2012, vous voyez, ça date quand même d'un petit moment, il y a plus de 10 ans. Donc, plus de 100 millions de comptes volés. Alors, LinkedIn n'avait pas avoué la réalité de la surface de l'attaque à ce moment-là. Et dans les faits, si on voit la slide suivante, mon compte faisait partie, bien sûr, de ces 164 millions de comptes volés. Et comme vous le voyez, dans les données qui avaient été volées à LinkedIn, on avait quand même l'adresse email et le mot de passe. Et donc, ça veut dire que les mots de passe n'étaient pas non plus suffisamment protégés. Donc, il y a aussi cette conscience que, en fait, vous confiez des fois à des acteurs que vous estimez de confiance des données, mots de passe, etc. Et ces acteurs peuvent ne pas gérer correctement ces données, ce qui peut avoir un impact, un effet de conséquence sur vous après coup. Vous voyez, donc c'est-à-dire que vous avez fait les choses correctement, mais le site auquel vous avez confié ces données ne l'a pas fait correctement, et le vol des données de ce site va vous affecter aussi. Donc c'est pour ça qu'il faut aller aussi développer cette vigilance. Alors là, on voit un email que j'ai reçu en 2018, donc vous vous souvenez que le vol de données était en 2012. L'email que je reçois en 2018, que beaucoup d'entre vous a reçu, j'imagine, alors, il l'a envoyé à mon adresse LinkedIn @Intelligentsia, parce que j'utilise en fait des alias pour chaque site sur lesquels je suis. De cette manière, ça me permet d'avoir une certaine traçabilité des éléments que je reçois. Et puis, dans cet email, il y a un mot de passe qui est mentionné, qui était le mot de passe que j'utilisais en 2012 sur LinkedIn. Et les cybercriminels sont partis d'un principe tout à fait cohérent, que énormément de gens utilisent le même mot de passe partout. Donc ils se sont dit, on va lui dire qu'on a piraté son ordinateur en utilisant, en ayant trouvé son mot de passe, et en mettant le mot de passe que j'utilisais sur LinkedIn, ils sont partis du principe que peut-être j'utilisais le même sur mon ordinateur. Et en tout cas, il y a eu cette campagne, et je peux vous garantir que moi, j'ai reçu un certain nombre de coups de fil de clients et d'amis qui me demandaient s'il fallait payer ou pas. Alors c'était drôle parce que quand je leur demandais, mais vraiment il y a quelque chose qui aurait pu être capturé. Non, non, pas du tout, mais juste pour m'assurer que voilà, qu'il n'y ait pas de risque derrière. Donc voilà. Mais derrière, cette campagne, elle était assez importante, hein. Comme on le voit, j'ai reçu en tout cas une avalanche de ces emails, des fois sur d'autres adresses email. Et donc, vous imaginez ça, avec chaque leak de données, on peut en faire une exploitation basée sur du spear phishing, donc du phishing ciblé avec du social engineering derrière, et en utilisant ces éléments comme des éléments, justement, qui incite la victime à penser que vraiment il y a quelque chose de réel derrière cette fraude. Et en 6 mois, à l'époque, Mélanie Effet-Paul, donc le NCSC aujourd'hui, avait identifié qu'il y avait quand même pour 360 000 francs qui avaient été versés dans les porte-monnaies des adresses qui étaient des adresses Bitcoin qui figuraient en fait à l'intérieur de ces mails pour les paiements. Donc en très peu de temps, il y a quand même de l'argent qui a été généré, et
par la suite, ça a quand même encore continué un certain temps avec différents types d'arnaques du même type. Donc on voit comment les données sont recyclées quelque part, comment elles sont des fois vendues entre différents cybercriminels qui vont en avoir une utilisation et on la revend. C'est comme la dernière fraude avec les offres d'emploi où les gens sont contactés sur WhatsApp. C'est peut-être un leak d'un certain nombre de numéros de téléphone, mais pas nécessairement. Un logiciel peut tout à fait créer, en fait, en partant des 3 premiers chiffres des principaux numéros de mobile, la séquence des 7 chiffres suivants et envoyer de manière massive des messages à tous ces numéros qu'on a créés et trier automatiquement par logiciel, en fin de compte, les numéros qui, quelque part, ont répondu qu'ils existaient à l'envoi et après initier le reste de la fraude. Voilà, je te repasse la parole, Tristan. Non, mais du coup, j'insiste sur l'importance d'utiliser des mots de passe différents selon les services qu'on utilise, hein. Donc, des mots de passe pas forcément extrêmement complexes, puisqu'on ne s'en souvient pas si on n'utilise pas un gestionnaire de mots de passe, mais au moins des mots de passe longs qui ne sont pas des extraits des citations d'œuvres d'art, de films, de chansons ou de livres. Mais voilà, il vaut mieux un mot de passe long et différent sur chaque site qu'un mot de passe court mais complexe et qu'on va réutiliser partout, ou tomber dans des patterns de mon mot de passe Gmail, mon mot de passe banque, mon mot de passe Facebook, etc. Ouais, et je me permettrais d'être un peu plus dur que Tristan. Je dirais aujourd'hui, on ne peut pas, il n'y a plus d'excuses à ne pas utiliser un gestionnaire de mot de passe, hein. Donc, il y a des gestionnaires de mots de passe comme Bitwarden, etc., qui sont accessibles, qui sont développés en open source. Il y a d'autres gestionnaires qui sont payants et qui sont très bien. Mais ce que vous allez dépenser, c'est rien par rapport à l'impact que pourrait avoir une perte de données au niveau financier et au niveau réputationnel. Voilà, je te repasse la parole. C'est vrai qu'on pousse aussi le gestionnaire de mots de passe, mais on sait que c'est pas toujours facilement accepté par certaines populations, donc on est parfois un peu plus mesuré sur voilà, plutôt proposer d'utiliser un mot de passe long, mais effectivement, idéalement, utiliser un trousseau de mots de passe, c'est l'idéal. On a le KeePass qui est une solution gratuite aussi recommandée par l'ANSSI. Le XC, ouais, qui passe XC, ouais. Ouais. Donc tout ça, ça a des limites quand même. Notamment l'OSINT, donc les recherches en source ouverte, c'est à prendre avec des précautions. Mais il y a déjà des limites légales et juridiques, hein. Le fait de réutiliser des données leakées, même si elles sont publiques, ça reste illégal. Évidemment, toute intrusion dans un système d'information est passible d'emprisonnement et d'amende. Donc, ce qu'on a dit, c'est en gros aller sur le dark web, bah, c'est OK, pas de problème. C'est pas illégal d'utiliser Tor pour aller naviguer sur Internet. Par contre, ce que l'on va faire derrière, typiquement acheter de la drogue ou des armes sur le dark web, ça, évidemment, on n'a pas le droit. Un deuxième Juste, qu'on a. je dirais, Oui. si je me permets, juste, je dirais aussi, soyez conscient que si vous achetez quelque chose qui doit être livré quelque part, le dark web peut vous offrir peut-être un certain anonymat, mais pas le réseau postal, hein. Donc voilà, je te repasse la parole. Il existe des techniques pour faire livrer à des endroits. Mais bon. Sur l'exposition, donc il y a aussi des limites. Tout à l'heure, on parlait par exemple de quelqu'un qui a eu un excès de prudence et qui a soumis sa facture du Clusis sur Virus Total. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'OPSEC. Donc attention aux traces que vous laissez lorsque vous soumettez une requête sur un site web. Vous laissez des traces. Lorsque vous allez sur archive.org et que vous mettez votre site web, ça génère une trace. Attention à comment ces traces peuvent être utilisées. On a beaucoup de personnes dans notre entourage qui vont utiliser les applications de Facetune, de modification de visage, etc. En fait, lorsqu'on utilise ces applications-là, c'est pas qu'on vend notre âme au diable, mais on donne l'autorisation à la plateforme de collecter notre image et de la réutiliser à notre insu ou sans notre accord. Alors derrière, il y a des recours juridiques sur l'atteinte à l'image, etc. Mais en fait, on donne la donnée et derrière, ils en font ce qu'ils veulent, quoi. C'est pareil sur ChatGPT, c'est pareil sur tout un tas d'outils qu'on utilise tous les jours, notamment Google et tous les sites que vous utilisez comme Virus Total, etc. Attention à ce que vous laissez comme trace, puisque ça pourrait être aussi utilisé contre vous. Et les criminels font la même chose, hein. Par exemple, il arrive qu'un cybercriminel a développé un super malware tout beau tout neuf, il le soumet sur Virus Total pour voir si ça va être détecté par les antivirus.
finalement, il ne peut plus l'enlever de Virus Total. Donc, à partir du moment où il l'a soumis, il existe sur Virus Total et il ne peut plus le supprimer. Donc, nous, lorsqu'on le récupère, on sait qu'à telle date, il l'avait soumis. Donc, on sait à peu près à quel moment il avait développé ou préparé son attaque. Donc, ça nous donne toujours de l'information. Donc, vous, soyez prudent aussi lorsque vous faites des choses sur Internet. Évidemment, donc, pour limiter son exposition, tu en as parlé tout à l'heure, mais il existe des techniques voilà, d'utiliser un VPN, d'utiliser Tor, etc. On peut rajouter des couches, mais à la fin, c'est pour faire quoi? C'est pour aller sur Internet et vous allez peut-être vous connecter sur un site, sur un compte, avec un compte. Et finalement, ce site web, lui, il a tout un tas de logs. Il a le compte, il a la date de création du compte, il a l'adresse mail liée à ce compte, etc., etc. On peut penser aussi notamment au webicon. C'est par exemple des images de 1 pixel qui sont présentes par exemple dans les emails qui permettent de traquer à quelle heure le mail a été ouvert, est-ce qu'il a été ouvert, quelle adresse l'a ouverte. Et donc on sait que l'adresse mail elle est vivante, que quelqu'un regarde les mails, que quelqu'un ouvre les mails, même s'il n'a pas cliqué sur un lien, on peut déjà tracer tout un tas d'informations comme ça. Et puis donc comme tu disais tout à l'heure, le faux sentiment de sécurité avec les VPN qui finalement, eux aussi loguent l'activité, etc., etc. Donc, on a vraiment tout un tas de sujets sur lesquels il faut faire attention. Voilà, c'est on va dire la base du forensique, hein, c'est tout contact laisse des traces. C'est le principe d'échange de low-card, mais à partir du moment où on a une interaction avec un système, on va prendre un peu de ce système et ce système va prendre un peu de nous et il y a vraiment un échange, un échange de traces, de fluides qui fait que on laisse des traces partout. Et puis un dernier point sur les limites, c'est la pertinence de la donnée. Donc j'ai une petite illustration. Si c'est sur Internet, c'est que ça doit être vrai. Donc il faut toujours se poser la question d'où vient la donnée, qui nous la donne, qu'est-ce que ça vaut, quel crédit on peut donner à ça, parce qu'on a des gens qui peuvent nous vouloir du mal. Demain, moi j'ai ma photo qui est sur LinkedIn où là j'ai ma caméra actuellement. Peut-être que quelqu'un est en train de faire un screenshot et de modifier une image de moi pour la publier sur Internet. On ne sait pas ce que les gens font. Ils pourraient voilà, se retrouver du contenu que je n'ai pas souhaité sur Internet. Pour autant, la pertinence liée à ça, elle ne serait peut-être peut-être pas crédible. On peut penser notamment aux revendications de Logbit plus ou moins récentes, des fausses revendications sur Logbit a piraté telle entité et finalement c'était pas vrai, ou alors c'était un peu détourné, mais c'était une filiale d'un prestataire qui en fait travaillait pour cette entité. Donc voilà, faire attention. On a des fausses ventes de bases de données pour mettre la pression. Là, demain, peut-être qu'un cybercriminel va dire moi, je vends la base de données des adhérents du Clusis pour faire pression ou pour peut-être demander une rançon. Et finalement, en fait, il n'y avait rien du tout. Donc, c'est peut-être que du bluff. Et puis, donc, on a toujours ce sujet de l'attribution qui est toujours très très compliqué, notamment pour les autorités, d'identifier les auteurs d'un crime. C'est toujours très compliqué. Et même si on a le portrait robot de l'attaquant, même si on refait la recette d'un chef, ça ne veut pas dire pour autant qu'on est nous-mêmes le chef. Et comme ces données sont publiques, c'est très facile. Typiquement, on a vu les Chinois imiter les Russes imiter les Chinois, et pareil si on a le canon à l'ouest. C'est très facile de copier le mode opératoire d'un cybercriminel pour se faire passer pour tel. Derrière, il y a au-delà des risques, il y a les victimes collatérales. Donc, lorsqu'il y a une fuite de données, par exemple, d'une entreprise, on l'a vu tout à l'heure, il y a des fuites de données personnelles qui vont suivre, donc notamment les fiches de paye, les numéros de sécurité sociale, les RIB pour le virement des salaires, peut-être les cartes d'identité, les permis de conduire, les passeports, etc. C'est autant de données personnelles qui fuitent malencontreusement, enfin, ou en tout cas malheureusement, on n'a rien demandé, tout comme Stéphane disait, par exemple, on a utilisé un mot de passe sur LinkedIn, on faisait confiance à LinkedIn, LinkedIn s'est fait pirater. Notre mot de passe n'est plus sécurisé. On a la même chose avec une entreprise où on donne toutes nos informations, on donne tous nos papiers confidentiels, et puis le jour où cette entreprise se fait pirater, les données fuitent sur Internet et elles tombent dans le domaine du public.
on a parlé des données économiques, des bases clients, etc. Et puis de l'impact sur l'image pour une entreprise ou pour une personne, comme tu l'as cité. Donc derrière tout ça, ce qu'il faut faire, c'est piloter l'évolution. Donc en gros, c'est suivre ça dans le long terme. Donc on a parlé de monitoring, on a parlé de surveiller à un instant T son image sur Internet, on a parlé de le faire sur du plus long terme, d'enrichir, de corréler, de faire le lien entre les informations. Derrière, il faut suivre ça dans le temps et prendre un petit peu de recul. Là, Stéphane, par exemple, tu avais un petit slide sur le monitoring de domaine. Oui, ce qui montre en fait par l'exemple l'utilisation des outils, hein, tu peux dérouler sans autre, mais alors ce qui est intéressant, c'est que je peux utiliser différents outils, alors des gratuits, des freemium, avec finalement le même nom et le même paramétrage, mais les outils ne donnent pas forcément la même chose. Donc il n'y a rien qui est exhaustif. Une alerte fournie par Talkwalker n'est pas suivie d'une alerte par Google, alors que finalement le setting de l'alerte est le même. Et vice-versa, et respectivement pour d'autres plateformes. Et des fois, ça peut me permettre aussi de, tout d'un coup, détecter des choses qui existent quelque part, qui ne sont pas forcément de l'actualité, mais qui ont été tout d'un coup identifiées par un crawler, un bot, quelque part, et qui ont été remontées par le système d'alerte. Donc, c'est des choses qui permettent d'avoir un peu une profondeur dans cette évaluation. Voilà. Donc c'est effectivement pour éviter justement d'avoir à s'abonner à tout un tas d'outils, à essayer de suivre ça de manière différente. Nous, on propose ce type de livrable dans lequel on a un aperçu de son exposition et dans lequel on va pouvoir suivre ça dans le temps avec justement comment je suis perçu sur Internet, sur quoi il faut que je fasse attention, quels sont les comptes pour lesquels il faut que je change mon mot de passe, quels sont les assets exposés qui sont vulnérables que je dois patcher en urgence, etc., etc. Et puis, on propose aussi donc la même chose sur les portraits robots des groupes cybercriminels. Donc, c'est de suivre sur le temps long l'évolution des groupes, donc notamment les groupes de ransomware, mais pas seulement. On parle aussi des groupes d'APT, donc des groupes gouvernementaux, etc. On voulait vous inviter du coup à faire quelques actions de votre côté, notamment justement faire attention à ce que vous publiez et jeter un œil sur l'état actuel des choses. Peut-être que Stéphane, tu souhaites. Ouais, alors on passe assez rapidement en revue certains points que j'avais traités. Vous voyez, dans Internet Archive, quand j'avais parlé du cas de cette escorte, le site qu'elle avait à l'époque a permis finalement d'identifier toutes les pages qui étaient connues par Internet Archive. Et comme j'ai mentionné, un simple envoi d'un email, comme on va le voir là, a été suivi d'une réponse favorable dans les quelques jours qui ont suivi ma demande, c'est-à-dire qu'à peu près dans 7-8 jours, on a une réponse. Par contre, il y a aussi le fait qu'on peut agir sur certaines informations qui sont sur Google ou d'autres moteurs de recherche. Là, je prends Google parce que c'est le principal et le plus utilisé. Alors là, on est à un cas où la personne, elle est plutôt dans le domaine de l'enseignement et c'est une élève qui lui dit à la fin d'un cours, écoutez madame, il y a un truc bizarre qui apparaît quand on met votre nom dans Google. Et malheureusement, elle avait comme homonyme une personne qui exerçait la profession d'escorte, encore une, mais et c'était un petit peu problématique. Alors là, vous ne pouvez pas demander simplement à Google de retirer au nom de votre réputation, parce que finalement, en Suisse en tout cas, c'est un métier qui a ses bases légales, qui n'est pas interdit, donc on n'aurait pas le droit d'interdire finalement à une personne de communiquer sur sa profession du moment que tout ça respecte le cadre légal. Alors, ce qu'on peut faire, par contre, c'est contacter le site pour essayer de faire déréférencer l'information en question. Et là-dessus, soit on peut négocier avec le site, par exemple, qui mettent dans leur page web, parce qu'elle est encore active, ce type de balise. Donc ça, c'est une balise type HTML qu'on met en en-tête d'une page web, et on dit simplement à Google, tu ne vois plus cette page. Et du moment qu'on lui le dit, techniquement, entre guillemets, il ne va plus prendre la page en compte, même si physiquement, façon de parler, elle existe toujours. Donc, on bascule dans le deep web. Donc, on continue un petit peu là aussi. Et donc, une fois que soit le site accepte de retirer le contenu, soit
je crois qu'on a juste une inverse. Je suis en train de regarder le mail, on l'avait passé. Tac, tac, tac. Ouais, ok, c'est tout bon. Reste là. Voilà. Soit le site a accepté de retirer la page concernée, ce qui avait été le cas dans cet exemple, soit il a accepté de mettre cette balise dans la page, et dans les deux cas, ben, Google ne voit plus la page. Donc là, j'ai fait une demande avec un formulaire auquel tout le monde peut avoir accès. Hein. C'est des données, des choses qui sont publiques et qui sont mises à disposition des gens. Il faut juste savoir comment ça fonctionne. Et dans ce cas-là, Google a accepté de retirer les pages de son index, de sa mémoire. Et il faut faire attention que des fois, justement, il peut y avoir des informations qui vont être présentes dans le cache de Google. Par exemple, ici, alors je fais une recherche alors, dans l'autre sens. Avance de 2 slides maintenant. Voilà, encore une. Voilà. Donc, je fais une recherche avec de nouveau mon nom. Je sais que j'avais eu à une époque où j'avais donné une interview sur, voilà, je ne sais plus, des hackers russes ou cybercriminels russes. Il y avait quelque chose qui a été apparu dans des résultats. Et puis là, je fais une recherche pour voir s'il y a quelque chose qui apparaît tout le temps. Et il y a un commentaire, voilà, Stéphane Corr, qu'il foute la paix au Titanic, aucune morale. Je me dis, mais j'ai jamais écrit ça. Et ce que je vais aller voir la page elle-même de l'article. Et là, dans le slide suivant, comme on peut le voir, l'article est toujours en ligne, donc je ne vais pas pouvoir faire supprimer cet article de l'index de Google, ça c'est sûr, vu que l'article est actif. Par contre, le commentaire n'est plus là ou n'est pas là. Donc, c'est-à-dire que ce commentaire est quelque part dans la couche intermédiaire de Google, qui est le cache de Google, donc les versions préenregistrées que Google crée automatiquement. Et dans la slide suivante, de nouveau, je vais retourner sur la même plateforme qu'avant. Par contre, la démarche va être un peu différente. Je mets le lien qui est en relation avec l'article, mais cette fois, je vais dire la page à jour est-elle, la page web a été mise à jour ou supprimée du site source. Je vais dire oui. Et ensuite, je vais dire c'est l'extrait de la version et non la totalité de la page qui est concernée. Et là, je vais dire qu'est-ce qui est concerné dans cet extrait. Je mets mon nom et mon prénom et je demande la suppression. Et dans ce cas-là, ben, Google va supprimer le contenu incriminé. Mais attention, alors déjà, ça ne marche pas tout le temps. Il y a des fois, pour des raisons indéterminées, pour lesquelles Google va vous envoyer sur les roses. C'est difficile de savoir pourquoi. Et puis là, ce qu'on va voir dans la slide suivante, là j'ai rafraîchi la page et vous voyez qu'en rafraîchissant cette page, l'information qui me mentionnait auparavant n'existe plus à ce niveau-là. Donc déjà, ça me donne, on voit qu'on a réussi à régler ce cas. Alors si on continue sur la lancée, ici, donc là, c'est une adolescente qui m'a contacté. Et puis, cette adolescente, quand elle avait 14 ans, elle a créé en fait un compte sur Twitter dans lequel elle disait, ben voilà, coucou, je suis nouvelle et je suis accro à la bœuf. Ce qui, elle a réalisé à 16 ans que ça risquait de lui porter préjudice dans sa recherche d'emploi. Donc, elle dit, ben voilà, j'ai perdu le mot de passe, j'ai perdu le nom du compte, j'ai perdu l'adresse email avec j'ai perdu l'adresse email avec laquelle j'ai créé le compte et le mot de passe, et qu'elle n'a rien réussi à faire à ce niveau-là. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire de nouveau ici? Même chose qu'auparavant. On voyait que quand je mettais son nom dans Google, ben, c'était le premier résultat qui tombait. Et puis, que quand j'ai fait une demande au support de Twitter à l'époque, la demande est finalement restée lettre morte parce qu'ils disent du moment qu'on n'a plus l'adresse email pour un compte individuel, ils n'interviennent pas. Alors après, par différents mécanismes, j'ai réussi à rentrer en contact avec une personne de chez, qui était dans le conseil d'administration de Twitter de l'époque, et on a réussi à faire bouger les choses. Mais dans l'intervalle, pour régler rapidement le problème auquel était confrontée cette adolescente, qui était celui que quand on mettait son nom dans Google, eh ben, on allait tomber sur ces résultats-là. Donc, j'ai contacté Google à travers le formulaire de demande de suppression de données à caractère personnel. Donc, même si la Suisse n'est pas dans l'Europe, ce type de démarche fonctionne, y compris avec la Suisse, qui est dans cet espace européen géographique. Par contre, vous pouvez faire retirer quelque chose par cet intermédiaire-là, par ces outils,
mais ça sera retiré de l'accès au sein de l'espace européen. Si quelqu'un essaye depuis les États-Unis de faire la même recherche, eh ben, de toute façon, la personne risque d'accéder à l'information. Après, il y a la manière dont les moteurs de recherche structurent l'information et qui vont faire que cette information va être noyée dans des moteurs entre guillemets étrangers. Donc là, je fais ma demande de suppression et en avançant un peu, on voit que je dois montrer un peu patte blanche. Donc j'ai dû demander une procuration à cette jeune personne, une copie de sa pièce d'identité. J'ai mentionné que voilà, j'étais son enseignant, etc., puis que j'intervenais en son nom. Et j'ai argumenté que ça risquait de mettre en danger sa recherche d'emploi et autres. Et dans ce cas-là, Google a tout à fait accepté la demande et désindexé l'information. À d'autres moments, l'information est réapparue parce que des fois, il y a des gens qui se reprennent du contenu, qui scrapent du contenu de Twitter et qui le republient sous d'autres formes. Et à chaque fois, j'ai simplement repris l'email de réponse de Google et je leur ai envoyé et ils ont à chaque fois retiré les résultats qui étaient concernés. Et donc, si on continue sur la lancée, on avait parlé tout à l'heure de ce cas avec LinkedIn. Eh ben, le cas avec LinkedIn, là aussi, on peut quand même faire 2-3 démarches qui sont utiles. La première, c'est que j'avais bien vérifié que mon mot de passe était bien dans les bases de données, celui de l'époque que j'avais changé après l'attaque de LinkedIn en 2012. Ben, on voit que là, il était quand même présent dans plusieurs bases de données. Et ensuite, les différents points que vous voyez ici, les points 1, 2, 3, 4 avant. Alors, 1, on peut mettre son adresse email en surveillance sur ce site I've been pwned. C'est un site qui est vraiment monitoré par la communauté de la cybersécurité et c'est un site dans lequel on peut avoir une certaine confiance et les données qu'on transmette ne sont pas envoyées comme telles, elles sont mises sous forme d'une empreinte numérique qui est comparée aux empreintes numériques existantes dans la base de données. Et vous pouvez aussi chercher des mots de passe ou des numéros de téléphone à travers ce site, voir si vos mots de passe ou numéros de téléphone existent dans ce site. Ça vous donne des indications. Vous ne pouvez pas forcément faire retirer l'information. Et le fait que ça n'existe pas au sein de ce site ne signifie pas que ça n'existe pas sur le dark web. Il faut bien être conscient de ça. Ce site ne permet de voir que la partie visible émergée de l'iceberg, mais il y a encore tout cet océan de données dont on ne connaît pas la consistance à proprement parler. Et vous pouvez mettre aussi un nom de domaine en surveillance. Par exemple, moi, j'ai mis mon nom de domaine et dès que une de mes adresses email est concernée par rapport au nom de domaine, j'ai une alerte comme quoi tel ou tel service a eu un problème à ce niveau-là. Voilà, donc maintenant, je te repasse la parole pour ce message commun. Yes, merci. Et là-dessus, je rajoute, tu l'as un petit peu dit, mais Google, c'est le moteur de recherche le plus utilisé, mais pensez à le faire sur l'ensemble des moteurs de recherche, Bing, Yahoo, Yandex, etc., puis DuckDuckGo, Quant, puisque chaque moteur de recherche indexe le contenu, et si on ne peut pas supprimer le contenu lui-même, il faut nettoyer le référencement du contenu partout où il peut être. Donc voilà, donc qu'est-ce que vous pouvez faire dès aujourd'hui? La première des choses, c'est de prendre conscience des traces que vous laissez, de sensibiliser votre entourage. Bon, là, on voit par exemple le mot de passe de Frédéric qui aurait aussi fuité via la cyberattaque contre Dailymotion en 2016. Voilà, j'espère que Frédéric a changé son mot de passe depuis. Donc voilà, changez vos mots de passe selon les services, mettez des mots de passe longs ou utilisez un gestionnaire de mots de passe. Faites l'exercice de vous stalker vous-même, de taper son nom dans Google ou dans les différents moteurs de recherche, de vérifier sur Have I Been Pwned si vos différentes adresses mail ont pu être compromises à un moment donné dans l'histoire de leur vie. Et puis, peut-être faites l'effort de déréférencer, de désindexer le contenu qui pourrait être gênant et de supprimer le contenu quand c'est possible. Et surtout de réfléchir à 2 fois lorsque vous faites une action sur Internet, notamment lorsque vous publiez, commentez des choses. Voilà, posez-vous la question des conséquences que ça peut avoir à plus ou moins long terme.
Oui, je pense que vous suivez l'actualité et en ce moment, il y a quand même un certain nombre de personnes qui ont perdu leur emploi par rapport à des propos qu'ils ont tenus en ligne. Donc, vous avez le droit d'avoir votre opinion, vous avez le droit de penser ce que vous voulez penser quelque part, il n'y a pas à intervenir là-dessus. Par contre, si vous l'exprimez, vous êtes constitutif des fois de la relation avec votre entreprise. Il y a des gens qui mettent sur leur compte Facebook, par exemple, pour ceux qui en ont, qui travaillent pour telle ou telle entreprise. Et attention, ça engage la responsabilité. Si cette information est accessible publiquement, on va forcément associer ce que vous publiez avec le fait que vous travaillez pour une entreprise donnée. Mais attention aussi sur LinkedIn, on voit qu'il y a beaucoup de désinformation, hein, y compris sur LinkedIn qui ne fait pas tellement mieux son travail que peut-être Meta à travers ses différentes plateformes, mais que là aussi, peut-être la sensibilisation des employés aux aspects liés à la désinformation, à l'utilisation de l'intelligence artificielle et des contenus qui sont créés par celle-ci, finalement à développer un esprit un peu plus critique, en tout cas une capacité de discernement un peu améliorée, c'est aussi protéger l'entreprise dans un environnement qui est quand même, somme toute, assez complexe aujourd'hui et dans lequel les gens demandent aussi peut-être être un peu mieux accompagnés. Voilà, c'est la fin de cette présentation. Je vois qu'il y a eu quelques questions dans le chat, donc n'hésitez pas à nous les poser. Merci Tristan, merci Stéphane pour votre présentation. C'était vraiment très intéressant. En tout cas, moi j'ai trouvé que c'était hyper intéressant. Peut-être revenir sur... j'ai vu que Tristan avait répondu aux questions au fur et à mesure qu'elles étaient posées. Première question déjà, est-ce que vous nous autorisez à retransmettre les présentations en fait, aux participants? Est-ce que ça pose souci au niveau du contenu? Parce que c'est une question qui a été posée tout à l'heure. Oui, de mon côté, il n'y a pas trop de problème. Ça pourra être mis sur l'espace membre du CLUSIS pour la Pour un rediffusion. temps limité de mon côté, vu que de toute façon les informations peuvent devenir obsolètes après un moment. Donc voilà, je pense que les participants peuvent peut-être, je sais pas, revenir une semaine ou deux dessus, puis après on enlève ça, quoi. Bon, de toute façon, normalement, la séance est enregistrée et le lien de la séance est partagé, hein. Ouais. Il y avait une première question qui était assez intéressante, c'est parce que c'était la légitimité en fait des points oignons. En fait, c'est le côté. Est-ce que c'est parce qu'on est sur Tor, est-ce qu'on utilise un nom de domaine en point oignon? Est-ce que ça fait de nous des criminels? Alors, tu as répondu un peu à ce point-là déjà, Stéphane, en début. Peut-être je te laisse compléter. Non, alors vous pouvez avoir un site, utiliser des services cachés sur Tor, être totalement invisible, voilà, mais vous pouvez aussi mettre votre CV. Donc, j'entends la police est sur Tor, hein, le FBI est sur Tor, la police néerlandaise, beaucoup de polices communiquent d'ailleurs sur tous les gens qui se font attraper à travers Tor on va dire, la capacité de la police à identifier certains comportements frauduleux et infractions légales. Mais la police ne vous dit pas n'allez pas sur Tor, elle dit simplement n'agissez pas en dehors du cadre légal. C'est la seule chose qu'elle dit. Après, c'est une plateforme qui prédispose à ça. C'est comme un peu le débat sur le chiffrement et que certains gouvernements essayent d'imposer des portes dérobées dans le chiffrement au nom de la lutte contre le terrorisme ou de manière plus récente de la lutte contre la pédopornographie, j'entends, ou de la pédophilie. Donc, ça ne change rien au problème que les outils peuvent toujours être mal utilisés et que, par contre, oui, on peut travailler à identifier les fraudeurs et c'est pas l'outil qui est une fin en soi et qui apporte une protection absolue à quelqu'un qui l'utilisera quoi qu'il en soit. On le voit avec l'utilisation de Telegram, je crois que Tristan l'a mentionné, hein. On le voit avec aussi l'utilisation de Tor, les gens se font quand même attraper. Après, il y a un travail de police et il ne faut pas tomber dans un solutionnisme technologique pour que ce travail puisse s'accomplir. Mais voilà, je redis, le fait d'avoir un point oignon quelque part n'a rien d'illégal et c'est comme un site comme un autre. Finalement, peut-être vous aurez moins de trafic dessus. Après, c'est peut-être une question de définition, mais la question c'était est-ce que les sites légitimes qui sont en point oignon sont considérés faisant partie du dark web? Effectivement, si on considère que le dark web c'est uniquement ce qui est malveillant, c'est trop réducteur. Le dark web c'est un espace
accessible sur Internet. C'est un réseau accessible dans lequel on peut être présent. Donc tout à l'heure, dans les slides, j'avais mis un exemple, mais Google, Facebook, etc. sont présents sur le dark web. Donc on a une URL en Facebook quelque chose .oignon. C'est le vrai Facebook qui fonctionne comme le Facebook qu'on a sur le clear web. Simplement, c'est une URL spécifique accessible depuis le réseau spécifique Tor. Donc après, peut-être que derrière, c'est même exactement les mêmes serveurs qui vont répondre. On peut avoir des enregistrements DNS qui font pointer le site .oignon sur la même adresse IP, le même serveur que le site légitime facebook.com qu'on utilise depuis un navigateur standard. Et puis, j'ai vu tout à l'heure, alors c'est plus une question de ma part, j'ai vu que tu avais utilisé un site qui s'appelle gmex.net, sur lequel il y avait des prix avec des informations. Alors celui-là ne me semblait pas être spécialement sur le dark web. Qu'est-ce que tu risques en fait à aller surfer sur un site comme ça et même sans acheter en fait, mais tu vas browser et puis tu passes du temps dessus. Quel est ton risque par rapport à aller consulter ce type de site? Ça va dépendre de la législation en vigueur et dans quel pays on fait ça, mais typiquement en France, on ne risque rien. Enfin, c'est comme si on passait dans la rue et que quelqu'un nous proposait de la drogue. Tant qu'on n'en achète pas, tant qu'on n'en possède pas, tant qu'on n'en consomme pas, voilà, on a le droit de regarder ce qui se fait, tant qu'on ne fait que regarder. Après, il y a la pédophilie, c'est un autre sujet, on n'a pas le droit de regarder non plus. Mais en tout cas, voilà, sur le fait de visiter un site web comme celui-ci qui est sur le clear web, finalement, c'est un espace public. Il n'y a rien d'illégal à visiter un espace public. C'est comme si vous marchiez dans la rue, sur une place publique. Il peut y avoir des gens qui font des choses illégales sur cette place. Tant que vous ne faites rien d'illégal, vous avez le droit d'être sur cette place. Ouais, j'allais utiliser la métaphore, traverser les paquis ne fait pas de vous un dealer à Genève. Merci. Il y avait également une question sur comment sait-on en fait, parce que tu as répondu par rapport à du trafic, mais comment sait-on en fait que le deep web ou le dark web, pardon, est plus fréquenté pour de la criminalité ou pour des besoins légitimes, typiquement des problématiques de confidentialité dans des pays qui sont soit des dictatures, soit des régimes autoritaires. Comment on fait pour justement sentir cette part? Et puis, quelle est cette part, en fait, tout simplement? Est-ce qu'on connaît à peu près la part d'utilisation entre ces deux usages? Alors là-dessus, moi j'avais donné quelques éléments de réponse en expliquant déjà le taux des sites web. Donc tout à l'heure, je donnais des chiffres comme 20 000 sites web originaux, 80 000 sites web recensés sur le dark web. Je crois que c'est des chiffres qui datent de 2021. Parmi ces sites, on peut déjà faire le tri de quels sont les sites de cybercriminels comme les DLS, des rançonneurs, les marketplaces, etc., versus les sites légitimes comme Google, Facebook, les polices nationales, etc. Donc déjà, on peut faire cette étude sur la volumétrie des sites web. On a des études aussi sur la volumétrie des trafics et puis on a les gens qui vont déclarer. Par exemple, on a beaucoup de journalistes qui vont dire bah voilà, nous on utilise le dark web, on passe par tel protocole pour communiquer de manière sécurisée parce que on n'a pas envie, notamment quand on fait des enquêtes sur des entreprises ou des gouvernements, on sait qu'on peut être la cible de certaines cyberattaques, de certaines techniques d'espionnage. Donc voilà, on sait que ces gens-là l'utilisent et de manière légitime pour justement se protéger. Après, il existe des entités qui font des études un peu plus approfondies sur justement peut-être établir des taux. Moi, je ne m'engagerai pas sur donner des chiffres arbitraires, mais je ne sais pas si Stéphane, tu souhaites compléter, mais en tout cas, aujourd'hui, effectivement, il y a une partie du dark web qui est utilisée par des cybercriminels pour les activités d'escroquerie qu'on connaît, mais il existe tout un tas d'applications complètement légitimes. C'est comme les personnes qui vont utiliser ProtonMail ou GPG, un protocole GPG, plutôt que d'utiliser Gmail. On a complètement le droit de le faire et c'est même presque mieux pour nos libertés individuelles que d'utiliser un Gmail. Donc voilà, de plus en plus de gens utilisent ça aussi de manière légitime, vu que c'est de plus en plus facile d'accès.
n'a plus besoin d'être un barbu et de faire de la ligne de commande dans un terminal Linux pour naviguer sur Internet et utiliser des protocoles un peu spécifiques. Maintenant, c'est très facile d'accès, donc ça facilite cet accès pour le grand public. Non, je peux que abonder dans ce sens et dire que non, il n'y a rien d'illégal à vouloir mieux protéger ses communications, quel que soit l'outil qu'on utilise. Et le fait de protéger ses communications n'est pas synonyme de quelque chose à cacher, mais simplement qu'on ne veut pas forcément tout montrer et qu'on estime que ces communications doivent rester sous son contrôle et autres. Donc, il n'y a pas de souci avec ça. Alors, j'ai vu une question qui était par rapport à l'influence de l'IA sur la sécurité informatique. Alors, celle-là, je pense que ça prendrait, au vu de l'heure qui avance, ce serait un peu trop long d'y répondre. Et puis, je pense que ça vaudrait le coup de faire un 5 à 7 uniquement sur ce thème, parce qu'il y a beaucoup à dire. J'ai vu qu'il y avait une autre question. Alors, elle est un petit peu, un peu sur le côté, mais faut-il payer les ransomware ou jamais en cas d'urgence pour une entreprise? Moi, je sais Alors, que de mon côté, je ne le paierai pas parce que je suis dans le domaine public, mais il y a une vraie question qui se pose derrière, notamment pour les petites entreprises qui se retrouvent avec des données qui ont fuité. Alors, pour ma part, je pense que c'est une vraie question en effet, et je dirais que les situations s'évaluent. C'est vrai que publiquement, on dit il ne faut pas payer. Après, dans les faits, peut-être que les choses sont un tout petit peu différentes. Et puis, pour ma part, alors ça n'engage que moi, mais je ne sais pas, quand on a une municipalité qui perd le contrôle de données qui concernent des personnes déjà fragilisées, qui sont sous curatelle, je ne vais pas citer l'entité concernée, et que ces données figurent sur le dark web et sont facilement accessibles, donc fragilisant encore plus des personnes fragilisées, il y a quand même une question de responsabilité à un moment. Cette responsabilité, elle n'est pas suffisamment forte dans la loi, c'est-à-dire que en Suisse, on pénalise très peu les personnes qui font des erreurs dans le dynamique de protection des données, y compris dans la révision de la loi sur la protection des données. Si on la compare avec la loi européenne, le RGPD ou le nouveau règlement, le Digital Service Act, ben on voit que les sanctions, elles ne sont pas à 4% du chiffre d'affaires ni à 6%. Voilà. Donc on a ce problème en Suisse de dire que finalement la victime, ben, elle n'a qu'à s'en prendre qu'à elle-même et que le fautif, on va quand même essayer de le laisser travailler un maximum. Donc voilà, c'est un peu plus compliqué que simplement il ne faut jamais payer les cybercriminels. Mais le fait de les payer ne garantit pas non plus que les données ne pourraient pas être exploitées, vendues de cybercriminel à cybercriminel ou à d'autres intérêts de gens qui paieraient aussi parce qu'il y aura un double profit. Voilà, il ne faut pas aller chercher une éthique du côté des cybercriminels, ça c'est sûr. Ouais, moi je serais un peu plus tranché à ce niveau-là. Aujourd'hui, nous, on recommande vraiment de ne jamais payer la rançon. D'une part parce qu'on arrive à récupérer la donnée dans 80 à 100% des cas. Si vous n'avez pas de backup, on arrive à faire quand même des choses. Et on considère qu'à partir du moment où la donnée a été exfiltrée, même si on empêche la diffusion via le paiement d'une rançon à un instant T, on n'est pas à l'abri que demain, la donnée repop à nouveau. Un attaquant qui ne s'est pas fait payer la rançon pourrait publier la donnée ou pas. Par contre, un attaquant qui s'est fait payer la rançon aurait tout intérêt à la republier une deuxième fois ou peut-être à demander une deuxième rançon, etc. Donc, comme il n'y a aucune garantie, on ne préfère pas prendre le risque. Donc, on ne donne pas de moyens à ces gens-là. Et de toute façon, à partir du moment où la donnée est sortie, il faut considérer qu'elle est sortie. Et voilà, ça ne changera pas ça ne changera pas la situation. Donc, nous, on recommande plutôt de ne jamais payer la rançon. Et si vous n'avez pas de backup, on peut retrouver la donnée dans une grande majorité des cas. Alors, je rejoins un peu ce que tu disais, Tristan, pour ma part. C'est un peu le principe du tube de mayonnaise. Une fois que la mayonnaise est sortie, on ne peut pas la faire rentrer. Ouais, on oublie un peu dans l'équation les gens qui sont concernés par les données. Il faut faire attention aussi de bien intégrer tous les paramètres. Alors, bien sûr, je suis d'accord avec tout ça, hein. Je ne vais pas faire l'apologie du fait de payer des cybercriminels. Mais voilà, donc il faut être conscient aussi que la donnée, quand elle concerne des gens, ces gens sont en danger ou à risque dans le temps. C'est-à-dire que c'est pas que ça s'arrête quand on a récupéré les données ou quoi que ce soit. Les données, elles restent
en ligne. Donc, elle reste disponible sur le dark web jusqu'à ce que, éventuellement, le groupe cybercriminel ait été démantelé, ce qu'on peut espérer, mais ce n'est pas toujours le cas à l'heure actuelle. Donc, voilà. Et puis, dans les usages, pour le moment, moi, alors peut-être que Tristan en a, mais moi, je n'ai pas beaucoup d'exemples de données republiées après rançon. Ça peut arriver. Après, il y a des fois des attaques aussi sous faux drapeau qui sont faites à travers des gangs de ransomware, mais finalement, l'objectif n'est pas vraiment la donnée ou la rançon, c'est plutôt le fait de nuire à la réputation ou de créer un préjudice, quoi. Aujourd'hui, on en voit de moins en moins, mais on a eu plusieurs cas de publication des données après paiement d'une rançon. On l'a vu à plusieurs reprises. De moins en moins, puisque les cybercriminels s'industrialisent, se professionnalisent et souhaitent gagner en crédibilité. Donc, ils ont tendance à jouer le jeu. Par contre, on ne sait pas où est la donnée derrière. Quelqu'un l'a peut-être téléchargée et diffusée ailleurs. Peut-être que le groupe cybercriminel l'a déposée sur un autre site que le sien. Donc, même si la donnée n'est plus accessible sur le DLS du ransomware, du gang de ransomware, la donnée a été publiée à un moment donné. Donc, voilà, c'est comme tout à l'heure, on parlait du replay. Le replay, si on le laisse 2 semaines sur l'espace du Clusis, déjà là, peut-être qu'on a été enregistré à notre insu. Et dans tous les cas, à partir du moment où on accède à l'information, il faut considérer qu'elle est publique et qu'elle est là pour toujours, quoi. J'ai une dernière question, et puis on arrive au bout de la séance. En cas d'usurpation d'identité ou de revenge porn, faut-il faire hacker un site hébergé dans un pays exotique, Russie, Égypte, où les autorités ne collaborent pas? Alors là, on rentre dans le cas de la légitime défense et de l'offensive, qui est un sujet qui est hyper sensible. En tout cas, en France, je sais que c'est strictement interdit d'aller faire du take-down de manière privée. En tout cas, hein, c'est réservé aux forces gouvernementales. Vous en pensez quoi? La patate chaude. En France, effectivement, le hackback est totalement interdit. Donc, on n'a pas le droit de se faire justice soi-même. On peut déposer plainte. On a quelques recours juridiques qui valent ce qu'ils valent, mais on n'a pas le droit de faire de hackback. Après, il y a d'autres pays qui ne l'interdisent pas. Voilà, en Suisse non plus. Voilà, on n'a pas le droit d'être en infraction à la loi au nom d'une infraction à la loi. Ça ne nous autorise pas à la commettre soi-même. Après, ben voilà, peut-être qu'il y a des entreprises qui sont dans d'autres formes juridiques qui vont peut-être le faire. Après, ben voilà, est-ce que là on a une bonne cause, mais est-ce que cette bonne cause justifie la démarche de manière plus générale? Voilà, on est dans des débats complexes. D'ailleurs, ce débat-là me fait penser à autre chose que vous pourriez organiser à l'occasion, c'est la notion du Vulnerability Equity Process, qui est la manière dont les gouvernements diffusent les failles de sécurité et la stratégie de diffusion des failles de sécurité qui peut faire que simplement, il y a des fois une rétention d'informations par un gouvernement parce que la faille est considérée comme stratégique et utile. Alors que peut-être elle peut mettre en danger des entreprises. Et tout ça amène à un débat sur justement cette relation entre gouvernement et les entreprises et entre gouvernements alliés, où par exemple, si on prend les services de renseignement anglo-saxons qui sont alliés au sein de cette alliance appelée les 5 yeux, les Five Eyes, ont leur propre protocole de divulgation de failles de sécurité. Donc, à quel moment, finalement, cette retenue d'informations est un préjudice aussi au niveau économique pour les entreprises en les exposant à des risques importants? Mais ce que je veux dire, on est dans des zones où des fois, les réponses sont un peu complexes aussi à donner. Mais voilà, je profitais pour rebondir là-dessus. Merci beaucoup. Nous arrivons au bout du temps imparti. Je vous remercie en tout cas pour les présentations. Je remercie. Ah, j'entends un écho, Sylvie. En tout cas, merci pour les questions, merci pour l'intérêt. Je vais justement repasser la parole à Sylvie pour le mot de clôture. Et en tout cas, merci pour cette présentation et cette participation. Désolée pour l'écho, j'essaye de l'éviter au maximum. J'aimerais en tout cas remercier nos 2 intervenants pour la densité de leurs informations. On voit que tout le monde est resté en ligne très longtemps.
J'ai le sentiment que certains dormiront moins bien, d'autres mieux cette nuit, en fonction des propos qui ont été tenus. Mais toujours est-il, merci infiniment pour votre présence. On se réjouit de vous revoir, soit en virtuel, soit en présentiel, dans d'autres événements. Et je vous souhaite à toutes et à tous une très agréable soirée. Puis on aura encore un 5 à 7 au mois de décembre. On vous communiquera dans les meilleurs délais. À très bientôt, bon rentrée chez vous. Si vous êtes déjà chez vous, bon appétit et à très bientôt. Et je dis au revoir et à la prochaine. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée.